plutôt bien. Dis donc, cette histoire de trou noir au début du temps, c'est brillant. Très brillant, Stéphane. Intégrale, série infinie. Oui, je n'ai jamais rien vu de tel. Ça vient d'un comptable indien sans instruction de Madras. J'accorderai une grande valeur au conseil que vous me donneriez. Une lettre pour vous, en provenance d'Angleterre. Bien à vous, S. Ramanujan. Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour la Science te parle. Bienvenue dans une nouvelle série de vidéos, le YouTube Game et la science, où je vais interroger des vidéastes de tout horizon pour connaître leur point de vue sur la science et la technologie. Je suis très heureux de commencer avec Guillaume de la chaîne Guillaume fait son cinéma et je vous invite à aller voir sa chaîne. Il était déjà passé sur cette chaîne pour parler de cinéma et de science. Le cinéma nous fait-il rêver la science entre la décennie 1985 et 95? Je vous invite à voir la vidéo. Alors on a beaucoup parlé lors de cette interview d'Oppenheimer, du film Oppenheimer. Je précise que je suis déjà allé voir le film, je ne l'avais pas vu au moment de l'interview. Il y a une vidéo sur les messages d'Oppenheimer, ce que ça nous dit sur la science, notamment sur la morale. Et on parle aussi des femmes qui ont été oubliées dans ce film-là, qui ont travaillé sur le projet Manhattan, et notamment à Los Alamos. Je vous invite à aller voir tout ça. Je vous dis à bientôt et bien sûr, profitez de l'interview. Bon, je suis avec Guillaume. Guillaume fait son cinéma, qui va se présenter tout à l'heure. Et je lance avec lui une série de vidéos où j'ai envie de tâter un petit peu le YouTube Game français. Qu'est-ce qu'ils pensent de la recherche, de la science, quelles sont pour eux les bonnes technologies, etc. Et bien sûr, il y aura des questions en fonction de leur domaine de vidéos. Donc, avec Guillaume, on va parler de cinéma. Si j'avais quelqu'un qui fait du make-up, par exemple, on parlerait de make-up. Je ne sais pas très bien la science qu'il y a derrière le make-up, mais ça peut être intéressant d'en discuter. Donc, avec Guillaume, on va parler aussi de cinéma. Bonjour, Guillaume. Eh bien, bonjour à toi. Très content de refaire un entretien avec toi, en tout cas. Ça faisait un petit moment. Alors, je ne suis pas un érudit non plus, enfin, de science. Hein, je connais des choses, mais bon, c'est l'occasion de confronter nos passions. Et puis, je te sais aussi passionné de cinéma également. Oui. Donc, on va pouvoir échanger là, un petit peu là-dessus, oui. On avait prévu d'ailleurs en janvier, février de faire une vidéo, enfin j'avais un peu programmé ça, mais c'est un peu tombé à l'eau. J'espère qu'on pourra le faire un jour. Sur est-ce que le cinéma doit disparaître pour les causes de réchauffement climatique? Ça peut être intéressant d'en discuter. C'est vrai qu'il y aurait pas mal de choses à dire par rapport à ça, tout ce qui est aussi conditions de tournage, ce genre de choses, des efforts qui sont faits pour assister des fois à des tournages, des efforts qu'ils ont faits, mais est-ce qu'au final... les avions, les camions, les machins, niveau écologique, est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Enfin, je sais pas. Surtout pour les grandes séries, comme là, il y a Mission Impossible 7 qui est sorti, où ils sont dans plusieurs pays. Les lieux de tournage, les équipes doivent être déplacées, le matériel avec, etc. Et puis la publicité aussi des films, où tous les acteurs et les équipes tournent un peu partout. Donc ça peut être, je pense, une vidéo intéressante, mais il faudrait qu'on arrive à la faire un jour. Est-ce que tu peux présenter, pour commencer la vidéo, ta chaîne? Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Eh bien, moi, donc c'est la chaîne Guillaume fait son cinéma. Alors, en fait, je fais pas mal de trucs. Moi, j'avais commencé par faire des critiques films de super-héros avec un peu de mise en scène, parce que moi, je suis également comédien à côté. Et quand il y a eu la pandémie, tout ça, il me fallait une sorte d'exutoire pour jouer, ce genre de choses, expérimenter. Après, je fais pas mal de critiques un petit peu moins d'actualité. Maintenant, je fais un peu plus des dossiers, ce que j'appelle les films inoubliables, où je reviens un peu plus en profondeur avec un fil rouge, une thématique sur des films. Bon, évidemment, c'est un peu plus long à faire. Et avec le travail, ce genre de choses, ça sort un peu moins. Mais bon, sinon, on fait des lives tous les dimanches. On revient notamment sur les actualités séries et le film de la semaine. Et je fais également des courts-métrages à côté pour questionner, expérimenter voilà, le cinéma, essayer d'en faire un petit peu, voilà, la caméra, ce genre de choses, l'angle, enfin, expérimenter tout ça. Mais mon but premier, moi, à la base, c'est de jouer la comédie. Voilà. Ton dernier court-métrage, j'ai trouvé intéressant, où tu filmes une voiture en action et assez rapide, c'est le gros du court-métrage. Est-ce que, pour parler de ça au début de la vidéo, est-ce que tu peux nous parler des conditions de tournage de ton dernier court-métrage? Est-ce que ça a été difficile? Comment vous avez placé les caméras? Comment vous avez réfléchi au placement des caméras? En fait, j'ai un beau-frère qui est un peu,
Tiens, ah, lui, il est comment, mécano, et lui, il adore la conduite et tout ça. Et on se dit, ouais, il faut qu'on fasse un truc. Comment j'ai réfléchi mes angles de caméra? En fait, j'avais un copain qui avait des GoPro, d'ailleurs, je dois encore les avoir par là, qui avait des GoPro, tout ça, et je m'interrogeais, j'aurais envie de faire un truc un peu de voiture, et je m'interrogeais comment essayer de rendre un montage dynamique, où placer ma caméra. Donc, je m'étais dit, il me faut, en fait, pour que ce soit dynamique, bon, il y a des plans accélérés, bien sûr. Là où j'ai peut-être fait une erreur, mais on expérimentait, c'était la première fois, je vais pas le cacher, on n'a pas d'autorisation de tournage, on a fait ça à des endroits très calmes, très encadrés, hein, quand même, je tiens à dire, hein, il y avait des gens à chaque endroit. Mais c'est vrai que si on avait eu un point de référence ça aurait un point de référence, donc si quelqu'un te poursuit, tout ça, ça ajoute. Ça, j'avais pas pensé. J'aurais dû penser. J'adore Aviator parce que quand dans la première scène d'Aviator, quand il parle des avions, il dit il y a pas de nuages, ouais, on dirait qu'ils se traînent. Bah, c'est exactement la même chose. Mais j'avais essayé de compenser avec justement placer ma caméra au plus près de la route. C'est pour ça qu'il y avait un plan vers la roue, ce qui donnait en fait une sensation de vitesse. Et voilà, après, clairement, il n'y a pas de scénario. Hein. Le but, c'était Il y presque. a une petite chute à la fin que j'ai trouvé intéressante. Oui, bah, c'était juste pour faire une démo technique. Hein. Clairement, on s'était dit, tiens, est-ce qu'on est capable de filmer ce genre de choses? Et, et puis voilà, en fait, je me suis dit, je vais essayer. J'ai regardé pas mal de films de voitures. Alors, je me suis beaucoup basé, je ne sais pas si tu avais vu, sur 60 secondes chrono de Oui, Nicolas Cage. je connais bien, oui. J'ai beaucoup regardé cette scène. J'avais regardé aussi un peu des classiques, Friedkin notamment, avec French Connection, la scène. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de modèle préétabli, hormis la scène, le plan d'une roue qui tourne, ça c'est assez classique, un plan du capot, plan intérieur, mais après, ce qui joue énormément aussi, c'est la dynamique de montage qui te rend plus ou moins, qui te rend la sensation de vitesse aussi. Et c'est vrai que les gens qui connaissent, parce que j'ai tourné vers chez moi, en Savoie, et les gens qui connaissent les routes, ils disent ah, mais là, t'as coupé et tout ça. Et je leur dis ouais, mais ça, parce que vous connaissez, mais sinon, les gens ne savent sûr. pas ce genre de choses. Voilà, c'était une manière d'expérimenter ce genre de choses. Et à chaque nouveau court-métrage, je me fixe un petit défi à chaque fois. Je me dis tiens, qu'est-ce que je peux faire cette fois? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tiens, j'ai l'idée de faire ça. Et ça marche plus ou moins par moment. Des fois, j'abandonne. Des fois, en général, quand j'ai vraiment une idée, ça prend plus ou moins de temps, mais j'ai jamais encore abandonné. Ça a le résultat que c'est le résultat que c'est. Hein. Peut-être ça fait un peu cheap par moment, mais bon. Après, je suis assez content. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des youtubeurs qui suppriment leurs vidéos du début. Et même si j'ai un petit pincement quand je revois les premières, je me dis, bah voilà, tu vois, je pars de là. C'est Et voilà, l'évolution, quoi. voilà, je suis là. Et au moins, il y a un système exactement d'évolution. Et puis voilà, donc il y aura très prochainement d'autres courts-métrages. Ça prend un peu de temps à écrire, tout ça. À filmer, tu mets combien de temps pour filmer le court-métrage, par exemple, avec la voiture, combien de temps tu as mis pour le filmer? Combien de temps j'ai mis pour le filmer? Ça n'a pas mis tellement de temps. Il y a eu un gros travail de préparation, par contre. Ça, j'ai pas compté, honnêtement. À filmer tout ça, on a commencé à 9h du matin, on a fini à 17h. Donc une seule journée, alors? Oui, il fallait que ça soit. Bah, de toute façon, en plus, on avait des problèmes d'intempéries. C'était en gros un samedi, et c'était dans ces créneaux-là où il n'y avait pas de pluie. Et le lendemain, pour faire des raccords, ça allait être un peu compliqué. On voit même qu'il y a des moments, la lumière est plus forte à des endroits. Oui, là, ça m'a mis 48 heures. Il y en a un autre qui s'appelle Un hobby ordinaire. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Non, ça me dit rien, ça. Un serial killer, un peu. Enfin, tu regarderas. Il est en description de ma chaîne. Et celui-là, on avait mis 48 heures, ouais. Un week-end complet. On avait commencé, les premières scènes étaient de nuit. On avait commencé à 22h30 jusqu'à 3h du matin. Et après, on avait refait une scène. On avait refait plusieurs scènes de 9h jusqu'à 13h. En général, ça s'étale sur un week-end. Quand j'embauche les gens, je leur dis t'es dispo? Un week-end complet. Voilà. J'offre à manger et à boire. Ce qui est déjà pas mal.
Bah, c'est le moins que je peux offrir au moins que pour les Plus gens. le plaisir de travailler avec toi. Bah, s'ils ont du plaisir, oui, mais c'est pour ça que moi je prends. Il y a des gens des fois qui m'ont dit pourquoi tu prends pas des comédiens, des machins. Je fais bah tu sais moi déjà je suis pas spécialement directeur d'acteur, choses comme ça. J'essaye au mieux d'apprendre un peu ce que je sais, mais je veux pas donner non plus de conseils erronés. Moi j'en suis à 3 ans d'acting. Mais surtout, la question, c'est si quelqu'un que je connais, tu vois, qui va s'engager, il va le faire sérieusement. Alors que si je prends quelqu'un que je connais pas, plein de choses, j'ai un peu peur à chaque fois, ce qu'il va pas me lâcher, ou qu'il se rende compte que justement c'est vraiment amateur, tu vois. Il y a plus ce côté-là. C'est plus ça en fait, c'est que j'ai peur de montrer mon grand amateurisme à des gens qui croiraient que c'est un projet peut-être plus sérieux. Mais c'est ça aussi YouTube, c'est la passion, c'est des gens passionnés. On a de plus en plus de vidéos qui sont énormément bien montées, où il y a beaucoup de sous derrière, mais je trouve que ça qu'on perd un petit peu le YouTube qui devrait être, c'est-à-dire comme des gens comme toi, des passionnés, des amateurs qui essaient de faire des trucs, qui essaient de monter leur scénario, leurs petites choses dans le coin. Tu vois, le professionnalisation de YouTube trop, en fait, on se rapproche trop vers la télé ou le cinéma plutôt que ce que devrait être YouTube, c'est-à-dire des passionnés, des amateurs qui essaient de monter quelque chose. Ça, je trouve ça un peu dommage. Par exemple, mon inspiration a toujours été le joueur du grenier. Moi, par exemple, lui, on voit vraiment quand tu vois ses premières vidéos, tu as une marche d'évolution. Ça part, c'est cheap, c'est drôle, hein, mais bon, bah, maintenant, lui, il a atteint une qualité professionnelle, mais parce qu'il est passé par toutes ces étapes qui ont fait que maintenant, il a un contenu professionnel. Alors que oui, il y a parfois, il y a des gens, bon, je ne vais pas citer certaines chaînes, mais peut-être des fois des médias, tout ça, je me dis, mais honnêtement, oui, je suis un peu comme toi. Qu'est-ce qu'ils font sur YouTube, tout ça c'est comme si il faudrait qu'ils soient de partout, quoi. C'est ça. Il y a un Oui, peu de que ça. tu utilises YouTube juste comme un tremplin pour faire plus de vues et pas comme une façon de profiter de ça. Alors, on a décidé aujourd'hui de parler de science et c'est vrai que le cinéma, et tu l'as dit par exemple lorsque tu as parlé d'Aviator et du fait qu'il y a un nuage pour le mouvement, Exact. c'est un art technique, c'est un art très technique. La première question que j'ai envie de te poser, lorsque tu entends le mot science, à quoi tu penses? Quelles sont les images qui te viennent à l'esprit? La science, bah, j'y réfléchis hein, quand même aux questions. Je l'ai vu en fait un peu comme la synthèse, la science au sens large, hein, bien sûr, comme la synthèse un peu de toutes les connaissances et des avancées humaines. C'est un peu comme si on pouvait réunir toute la connaissance humaine autour d'un seul mot, de tous les apprentissages qu'on a fait depuis des millénaires, ouais, je pense, Mhm. on peut carrément le dire. Enfin, je sais pas, depuis la chasse, je sais pas, la roue, la charrue, et ainsi de suite, maintenant jusqu'à l'IA. Et c'est comme un bagage en fait qui se remplit petit à petit et qui est une synthèse de tout ce que l'homme apprend. Et en plus, il y a toujours eu des scientifiques pour moi, je pense. Mhm. Hein. Bon, enfin, j'ai repris des exemples, je suis allé chercher un petit peu, mais j'en avais, je sais pas, Archimède, Pythagore, Thalès, Galilée, Newton, Einstein, Oppenheimer, tiens, par exemple, pour coller un petit peu On en à parlera. l'actualité, enfin, et bien d'autres, je sais pas, Pasteur, enfin, plein de gens. Et de tout temps, on a eu en fait des scientifiques. Et je pense qu'en plus, la science, on a souvent l'image mathématiques, physique, chimie, mais la science, enfin, ça s'arrête pas qu'à ça. Ça Mhm. peut être, je sais pas, peut-être que je dis des bêtises, mais ça peut être aussi philosophique. Je sais pas, ça peut être. Toutes les sciences sociales, les sciences qui étudient Exactement. sociologie, l'histoire, Alors, on a des l'homme. docteurs en tout, hein, je Ouais. pense, des chercheurs et puis voilà. Enfin, D'ailleurs, je mais rappelle que tu parles de philosophie, c'est très intéressant parce que quelque chose que les gens ne savent pas, lorsque l'on fait une thèse, on dit on fait un PhD. Et à la fin, d'accord. le titre de docteur, c'est PhD. Et PhD, ça vient du mot philosophie. En fait, D'ac- très exactement, nous sommes docteurs S philosophie. Tous les docteurs qui ont fait une thèse, tous les chercheurs, sont des docteurs en philosophie. Le D'accord. PhD, c'est docteur en philosophie. Alors, c'est la base, en fait, du diplôme, en fait.
C'est pour ça que c'est intéressant que tu parles de la philosophie, parce que tu t'approches sur le point exact historique d'où D'accord. sort le terme de docteur. Mm. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, la science, je trouve, c'est une remise en cause quasi permanente, en fait. Mhm. On fait des hypothèses, on remet tout en cause. Il y a une évolution constante. Il y a même justement des... J'ai l'impression, même il y a des endroits où on se rend compte qu'on s'est trompé sur certaines choses, peut-être des bases préétablies ou Mhm. qu'on a réajusté. Donc c'est Mhm. quelque chose qu'on... Est-ce qu'on peut vraiment définir la science au final? Parce que j'ai presque l'impression que c'est infini, en fait, d'une certaine manière. C'est vrai, c'est pour ça que maintenant on parle des sciences au pluriel. Comme ça, on peut définir chaque point scientifique. Alors, tu parlais de Newton, Archimède, etc. On va parler cinéma sur un film, La Guerre du Feu, Jean-Jacques Hano. Je pense que tu te souviens de ce film, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je pense que les gens ont une idée quand même de ce film-là. Oui. Est-ce que tu dirais que l'humain qui a... Alors, je pense que c'est plusieurs humains à dire vrai, mais imaginons qu'on en prenne un. L'humain qui a découvert comment on fait le feu, est-ce que d'après toi, c'est le premier scientifique de l'histoire? Ah, bonne question. Je dirais que non. Le premier scientifique. Après, il y a une certaine. C'est un scientifique, ça, on est d'accord, ça. Mais est-ce que au tout départ, quand l'Homo sapiens, enfin le Mhm, préhistorique, mhm. n'était pas, enfin, découvrait, je sais pas, chaque chose, comment boire, se nourrir, est-ce que lui n'était pas un scientifique à ce moment-là? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ou est-ce que ça répondait juste à des instincts ou des besoins? Mais est-ce qu'il expérimentait pas aussi, d'une certaine manière, est-ce que chaque chose qu'on découvre n'est pas une science, tu vois? Une nouvelle science en soi? Je saurais pas dire. Je dirais pas que ce serait le premier, non. D'accord. Alors, j'ai pas la réponse à la question, hein. Je Ah pense que oui, non, non, chacun mais a un peu sa réponse. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question d'ailleurs. Mais je trouvais intéressant de partir de ce point-là. Et je trouve intéressant que tu dises que la science est infinie et elle évolue. Est-ce que tu as l'impression, alors c'est une question que je ne t'ai pas posée sur Twitter, alors peut-être je te prends un peu à chaud, non, pas de problème. que l'humain évolue avec la science aussi, ou est-ce que de temps en temps il y a une certaine régression? Il est malin. Il est très, très malin. Je pense que les avancées scientifiques n'ont jamais été aussi importantes qu'au cours du XXe siècle, Mhm. qui plus est avec le siècle que nous avons entamé aussi. En fait, mais tu le sais, je suis également infirmier Mhm. dans la vie. Alors, je vais digresser un petit peu sur ça. Mais je côtoie des gens Mhm. qui ont 95 ans, qui, par exemple, eux, ont connu une époque où il n'y avait pas l'électricité, tu vois, Ouais. ou qu'il y avait une ampoule ou un téléphone pour le village et tout ça. Et des fois, j'essaie de me mettre à leur place, à me dire, ces gens qui ont connu ça, pas au courant de ce genre de choses, à l'heure actuelle, Mhm. comment ils arrivent à s'y retrouver? Alors qu'on est il y a une telle explosion, je sais pas, alors peut-être pas de science, mais de technologie, Technologie. Mhm. d'évolution et tout. Enfin, tu te rends compte quand même qu'il y a 100 ans, ouais, je veux dire, les gens, ils avaient une seule ampoule chez eux, ou je sais pas, c'était, pour moi, l'électricité, ça se trouve, pour ces gens-là, c'était comme si c'était la redécouverte du feu, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, est-ce qu'il y a une évolution, c'est sûr, qui est plus ou moins acceptée? En général, je trouve qu'on a beau se braquer contre les nouvelles technologies, malheureusement, moi, j'ai plus un credo à me dire, bon, on peut y aller un peu à reculons, mais de toute façon, il va falloir s'y mettre. Quoi qu'il arrive, hein, de toute façon, c'est comme ça. La régression qu'on a eue, c'est le problème, je ne sais pas si c'est imputable aux réseaux sociaux et tout ça. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a moins confiance parfois et on a tendance à tout remettre en cause et je pense que c'était là peut-être que tu voulais arriver à un certain Oui, moment, ça sera la troisième question après. ce Exactement. que je pensais et le problème, c'est que oui, j'ai trouvé qu'à certains moments, on on écoute peut-être
des informations erronées, je sais pas, ou peut-être l'information à outrance, ce genre de choses. La remise en question perpétuelle fait qu'on doute de tout. Alors, dans un sens, ça fait partie de la science, hein, on l'a dit précédemment, de douter. Mais quand on a des faits établis, des choses, c'est pour ça que j'apprécie. Alors, je n'ai pas regardé tout le contenu, mais je regarde régulièrement le contenu de ta chaîne. Et tu essaies chaque fois affirmer, donc, de prouver justement comment c'est le terme maintenant. Quand tu De montrer les méthodes et tout ça qui sont utilisées pour... Ouais, ou quand tu... Non, mais justement, tu dis ce que l'autre disait, c'était pas vrai. Il y a un terme maintenant. Debunking. Débunker, voilà. Tu débunkes des choses erronées, ce qui est bien. Et notamment pendant la période de pandémie, vaccin, tout ça, ça a été compliqué, oui. Les gens ont absolument tout remis en cause, douté de tout, alors que moi, j'ai mon avis personnel. Je me suis dit, bon, peut-être supposons qu'on n'ait pas le recul. Allez, j'accorde ce crédit-là. Supposons qu'on n'ait pas le recul. En fait, ce que j'essayais de me dire, quel est l'intérêt pour ces scientifiques, au pire, de nous détruire? Tiens, on se met dans l'optique. Non, mais je sais pas, on se met dans l'optique. C'est une bonne question. On se met dans l'optique vraiment figure du mal, je sais pas, il y a des docteurs Mengele de partout, ce que tu veux, voilà, on se dit ça. Quel est l'intérêt de faire ça? Je me suis dit. Je sais pas, les pouvoirs politiques n'ont-ils pas besoin du peuple, justement, de nos impôts, de ce genre de choses? Je me suis dit. Et je suis conscient qu'il y a des choses qui nous dépassent, enfin, pour ma part, hein, scientifiquement, qui me dépassent, et je laisse en tout cas le choix aux gens qui s'y intéressent, qui travaillent là-dedans, qui sont beaucoup plus qu'avec moi, de faire évoluer la science et de faire au mieux. Je ne pense pas que c'est des gens mal intentionnés, et je ne remets pas en cause des choses, je me questionne, comme tout le monde, bien sûr, et même eux, à mon avis. Mais est-ce que c'est ce vent, peut-être, si on stigmatise Twitter, réseaux sociaux, les effets de masse qui vont en mettre... J'ai été très choqué, par contre, je vais le dire. Tu vois, en général, je me suis très peu exprimé sur tout ce qui est pandémie, vaccin, tout ça. Mais moi, de par mon métier, j'ai été très choqué par des gens quand même qui m'ont dit... qui ont remis en cause les vaccins DTP et tout ça après derrière. Je dis, mais non, mais je dis, mais là, vous devenez fou. Ne remettez pas ça en cause et tout ça. Mais même, j'ai des gens qui m'ont demandé, quand on fait le vaccin pour la grippe, est-ce qu'il paraît qu'on nous met des doses de Covid dedans pour nous vacciner et tout? J'ai dit, mais non, mais c'est interdit sans le consentement. Enfin, vous comprenez que c'est surtout comme tu dis, quel serait l'intérêt d'ailleurs de faire ça? Ce serait un peu... Exactement. Donc voilà un petit peu. Avant, on croyait la figure. Alors peut-être que c'est Internet aussi qui a fait que, vu qu'on a accès à l'information partout et pas forcément la bonne, on a peut-être la capacité de remettre en question plus facilement. Alors qu'avant, on avait la figure du docteur, soit le docteur en médecine scientifique, et c'était une figure respectable. Voilà. C'était un puits de science, hein, voilà, et on était là, on l'écoutait. Alors que maintenant, peut-être qu'on peut s'apprendre, plutôt se prétendre apprenti docteur. Il y a peut-être un truc comme ça. Alors, je pense que tu as tout à fait raison, et je te remercie d'ailleurs d'avoir parlé de ce que tu as vu aussi en tant qu'infirmier, parce que c'est important aussi d'avoir ce cloche-là. Alors, en fait, j'ai énormément de choses qui me sont venues un peu en tête pendant que tu parlais. J'ai envie de raccrocher à 2 films, après je vais suivre le raisonnement. Le premier film, quand tu as parlé de la technologie et des gens qui avaient 95 ans, par exemple, et qui n'avaient pas connu l'électricité, l'eau, etc., ça m'a fait penser à une scène du film Les Évadés, où tu as Brooks qui sort dehors après je ne sais plus combien d'années, 40 ou 50 ans dans cette prison, et qui voit les voitures en mouvement et qui, pour lui, la vie va trop vite. Oui, voilà. Ce film se passe dans les années 50, 60, 70.
Je ne sais pas exactement les dates, mais c'est à peu près ici, je crois que Il commence en 40 et il en finit à la 40, fin je des crois. années 60, C'est 70, ça. exactement, ouais. Et donc Brooks, c'est quelqu'un qui, c'est un vieillard qui a passé presque sa vie en prison, une cinquantaine d'années en prison. Oui. Et quand il sort, il parle de ce mouvement des voitures, des gens qui vont vite, et il a peur un petit peu de cette technologie qu'il ne connaît pas et de ce monde qui avance trop vite pour lui. Et ça m'a fait penser à ça. Et la seconde scène du film, là, je pense que tu vas rire, à quoi ça m'a fait penser, c'est le dernier Astérix. Au tout début, quand tu as Guillaume Canet qui dit on n'a pas assez de recul sur la potion magique, etc. Lourdingue, malheureusement. Alors, c'est vrai que c'est lourd, je suis d'accord, mais j'ai trouvé la réflexion intéressante en fait dans un film comme ça. Je pense qu'Astérix c'était le lieu justement aussi de faire cette réflexion. C'est dommage, je trouve que cet Astérix, tout tombe un peu à plat parce qu'ils vont pas assez loin dans leur délire. C'est un peu. Et Cotillard m'a un peu gonflé, je trouvais que c'était peut-être son pire rôle là pour le coup. Ça, Mais c'est pas elle, mais l'écriture est pas bonne, je trouve. non, l'écriture est pas bonne, c'est vrai. Mais Cotillard, j'ai trouvé très mauvaise pour le coup. Aucune de ses apparitions, j'ai trouvé bien. J'ai presque cru que c'était une blague en fait. Et, euh, et voilà, cette questionnement là, un peu sur la potion qui rappelle un petit peu les questionnements sur le vaccin Covid, donc ça m'a rappelé un peu ça. Alors, j'ai une remarque sur ce que tu as dit sur Internet, je trouve ça, et sur le fait que les gens se questionnent et vont chercher. Je trouve ça intéressant et j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que ce n'est pas non plus la faute du scientifique de s'être désacralisé en essayant de devenir une vedette? En allant sur les plateaux télé, en discutant dans les journaux. Le scientifique, à l'époque, parlait beaucoup moins, on l'entendait beaucoup moins. Maintenant, par Internet et la télé, on l'entend beaucoup plus. Et il va dire aussi de plus en plus de bêtises, et quel qu'il soit. Je ne suis pas en train de taper sur un scientifique en particulier. Non, mais Et est-ce que le fait que le scientifique se soit désacralisé, est-ce que finalement cette figure n'est pas tombée et donc le citoyen se dit, moi je peux aussi essayer d'avoir la connaissance par moi-même et essayer d'aller chercher ce qui est vrai ou pas. Est-ce que c'est pas donc une erreur du scientifique aussi? après, je trouve ça normal que des scientifiques viennent parler, expliquer. Après, on a une surmédiatisation aussi, notamment avec pour ne pas en citer une ou deux, mais les chaînes d'infos en direct, je trouve qui ont un sujet, qui vont étirer en boucle, comme si tu sais, on faisait 20 épisodes du même film. Mhm. Et oui, et après, je pense qu'à force, surinterprétation de machin, de questions, je pense que la personne peut au final dire des bêtises ou avancer des hypothèses qui s'avéreront fausses et qui peuvent être lui reprochées. Mais après, le scientifique, c'est un homme comme les autres. On lui propose de la lumière, un peu de paillettes, et ben, l'homme est faible. Et Ouais. l'homme a envie de son quart d'heure de gloire, je pense, à ce moment-là aussi. Mais oui, encore, je trouve que ça va au niveau de la figure du scientifique. On en a quand même pas tant que ça. On a eu quelques-uns pendant la pandémie, mais je trouve quand même qu'en général, les gens qu'on fait intervenir, on les voit quand même pas tout le temps, hormis quelques-uns, et souvent des gens très pertinents qu'on nous présente, hormis certains exemples qui deviennent plus des acteurs et des présentateurs que de véritables scientifiques. Après, il y en a certains. Moi, j'aimais bien, si on peut les qualifier de scientifiques, mais les frères Bogdanov qui faisaient, qui expliquaient La physique, hein, la physique, quoi. Voilà, ils grossissaient les traits pour nous expliquer un petit peu. J'aimais bien ce genre de choses. Mais non, je trouve qu'on n'a pas perdu cette notion de. Je pense pas que c'est de leur faute, du moins. D'accord. C'est plus de la nôtre d'avoir fait dégringoler peut-être de leur piédestal. Bon, c'est possible, c'est vrai qu'Internet, c'est horizontal. C'est intéressant que tu parles des frères Bogdanov. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui ont fait de la physique par rapport à leurs émissions qu'ils regardaient quand ils étaient jeunes. Ils ont réussi à vulgariser suffisamment pour réintéresser les jeunes à la physique et certains jeunes chercheurs qui ont 30-40 ans maintenant
sont devenus astrophysiciens ou physiciens par rapport aux frères Bogdanov. Donc c'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai qu'on a besoin de ce genre de personnages. Alors moi je blâmerai un peu plus le scientifique. Bon, je suis aussi chercheur, donc Côté de la partie. voilà, je suis de la partie. Et je trouve justement que peut-être beaucoup ont trop cédé à la lumière et aux paillettes. Et ça a peut-être fait un peu de mal à la confiance que pouvait avoir le citoyen sur le scientifique. Et te poser la question d'ailleurs, est-ce que toi, tu as confiance aux scientifiques? Moi, oui. Moi, j'ai confiance. Bah, déjà, par exemple, si on reprenait l'exemple du Covid, j'ai moins confiance dans nos chers politiques qui faisaient des gros effets d'annonce et derrière, ça ne bougeait pas tellement ou avec un mois de retard. Bon. Non, moi, je n'ai pas de. J'ai confiance. Après, je pense qu'il y a des gens mal intentionnés un peu de partout, mais voilà, ce que je te disais tout à l'heure, on a peut-être aussi trop l'image avec la télévision, les films, la littérature, du savant fou peut-être aussi. Ce que je disais, tout le monde n'est pas le docteur Mengele ou ce genre de choses. Par contre, ça nécessite toujours. On découvre de nouvelles choses pour notre confort, c'est vrai, mais ça nécessite toujours une remise en question, par contre, je pense. Une remise en question constante. Et parce que ça fait peur un peu l'évolution à force de la science. Là, on le voit notamment avec l'arrivée des intelligences artificielles, ce genre de choses, qui le cinéma s'en est chargé, et puis certains, comme James Cameron, est le premier à dire je vous avais prévenu, hein, machin. Bon, J'ai vu bref. l'article dans Première, ouais, c'était. Il fait exprès, il fait exprès. Mais quand certains te disent oui, ça évolue plus vite que ce qu'on aurait pensé, bah, d'un seul coup, tu as tendance à avoir un peu peur parce que tu penses jugement dernier, machin. Mais d'une certaine manière, c'est juste une synthèse peut-être de toute cette science qu'on a accumulée au cours des siècles. Mais après, la science, d'une certaine manière, et on le voit par exemple avec Oppenheimer, ça peut être détourné quand je pense que tu n'as peut-être pas encore eu le temps de voir le Non. film, et je te recommande fortement. Mais on voit ils se lancent dans quelque chose de grand, et à un moment, en fait, le scientifique, eh ben, est dépossédé de son invention, en fait. Et j'avais un grand questionnement avec ce film, plutôt de tout temps, quand on m'a expliqué Hiroshima, Nagasaki. Enfin, je reste un peu là-dessus, mais parce que Vas-y. je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que la personne qui a créé et celle qui a appuyé sur le bouton, enfin qui a envoyé l'avion, a dû ressentir derrière? Enfin, est-ce qu'elle s'est sentie coupable? Est-ce que ce genre de choses, d'avoir tué autant de monde, enfin, en une fraction de seconde? Et d'ailleurs, il y a une partie de la réponse dans le film, je pense. Et le président dit à Oppenheimer, on se rappelle des gens, on se rappellera de la personne qui a lancé la bombe, pas de celui qui l'a créée. Il lui dit. C'est assez bizarre, ouais, quand même. Enfin, finalement, on se rappelle quand même bien de Oppenheimer, mais c'est toujours le moment où j'ai l'impression que le scientifique est dépossédé de sa découverte, que je trouve dommage. Et après, que quand ça passe peut-être aussi, quand les choses sont commercialisées, détournées, ce genre de choses que je trouve vraiment dommage. C'est pas le scientifique à la base qui crée la chose qui me fait pas confiance, c'est l'usage détourné derrière. Voilà. Mais est-ce que pour le cas, alors je n'ai pas vu le film, je dois le voir la semaine prochaine, mais pour le cas justement de la bombe atomique d'Oppenheimer, est-ce que le scientifique n'a pas conscience à un moment donné, est-ce que le film le montre, de ce qu'il est en train de créer? Oh si, il le sait très bien. Parce que ce n'est pas du spoil, c'est dans la bande-annonce. Il dit ils se rendront compte que quand ils l'auraient utilisé. Non, c'est plutôt. En gros, il faut absolument qu'ils l'utilisent et ils se rendront compte de ce que c'est vraiment que quand ils l'auront utilisé. Donc au final, ils te font comprendre que c'est presque nécessaire de l'utiliser une fois pour se rendre compte de ce que c'est. Il y a tout un questionnement là-dessus. J'ai beaucoup aimé le problème éthique qui se pose là-dessus après la première explosion.
en se disant, mais ils avaient même lancé une pétition. Non, on peut pas laisser ça, c'est pas possible. Les gens vont s'exploser. Et il y en a un autre qui lui dit, normalement, ça va arrêter les guerres et tout ça. Et un autre lui fait jusqu'à ce que quelqu'un crée une plus grosse bombe. Ouais, et puis on voit que ça n'a jamais arrêté les guerres. On n'a pas eu de plus grosse, mais ça n'a jamais arrêté les guerres. Tu parles de... Non, dis, continue. Non, je disais, il n'y a pas eu de guerre mondiale, mais il y a eu le phénomène de guerre froide et de choses Ouais. comme ça. Mais bon. Après, on a quand même beaucoup de guerres meurtrières, même très locales en ce moment, que depuis... Bien sûr. Mais, après la bombe atomique, il y a quand même eu le Vietnam, toutes les décolonisations, l'Irak, et puis en fait, l'Afghanistan, maintenant l'Ukraine. on s'affronte à via en fait des pays qui n'ont pas cette technologie là, en fait. C'est ça. La remarque que tu fais sur le raisonnement me fait penser à un article que j'ai lu il y a quelques années dans le Time Magazine, où ils interrogeaient l'un des deux pilotes qui a jeté justement une des deux bombes. Oui. Et ce pilote disait, alors j'espère avoir bien compris l'anglais parce que je ne suis pas non plus natif, donc de temps en temps j'ai toujours peur de mal comprendre un peu les textes. Mais de ce dont je me souviens, le pilote disait qu'il ne savait pas exactement ce qu'il allait se passer lorsqu'il allait lâcher cette bombe. Il savait que c'était puissant, mais lui, il avait l'habitude de lâcher des bombes qui faisaient exploser un building ou ce genre de truc. Et il dit, quand j'ai vu l'explosion, j'ai regretté d'avoir appuyé sur le bouton. Et pour lui, c'est un des plus gros regrets de sa vie, en fait, d'avoir lâché cette bombe sur une ville, parce qu'il ne s'attendait pas, en fait, à cet effet-là et à la destruction massive que ça pouvait engendrer, quoi. Bah, ce pilote, en fait, carrément, en plus, il t'explique qu'il était même pas sûr de survivre la première fois, en fait, qui plus est. Mais je pense qu'en fait, on a atteint un niveau de destruction à tel point, et puis que c'est normal. C'est normal. Il y a plusieurs exemples, ça me fait penser aussi à des exemples. Je ne sais pas si tu avais vu le film Wargame avec... Oui. Comment il s'appelle il y a eu plusieurs exemples où des fois les systèmes ont déconné et il a failli avoir justement des représailles nucléaires où leur ordinateur en fait prévoyait par exemple soit les Américains envoient des ogives, détectaient des ogives qui arrivaient sur la Russie ou inversement. Et au final c'était des fausses alertes. Et j'imagine la personne qui, si ça se trouve, respecte le protocole, tu vois. Se dit, Mais bah là. on a eu un questionnement dans le cinéma français avec Le Chien du Loup. Ah, c'était un des meilleurs films de ces C'était dernières un des années, meilleurs. d'ailleurs. Et justement, il y a le colonel ou l'amiral qui respecte le protocole à la lettre, et puis ils sont bloqués parce que l'oreille, enfin, François Civil qui écoute le son, il dit non, mais il n'y a pas de bombe en fait. Oui. Et il y a tout ce questionnement sur est-ce qu'on doit suivre le protocole ou alors faire plus à l'instinct, etc. Et je trouvais le film très intéressant là-dessus. Ouais. Oui, puis en plus, une fois que le protocole est lancé, tu coupes les communications, C'est ça. tu peux peux plus plus l'arrêter. arrêter. Ouais. C'est ça qui est terrible, mais on va dire quand même que depuis les années, depuis 45, c'est quand même quelque chose qui est omniprésent, la peur il y a eu la peur de la guerre nucléaire, tout ça, c'est quand même quelque chose qui revient dans le cinéma et tout ça, depuis 70 ans maintenant, j'ai envie de dire. C'est tout le temps. Hein. Bon, après, il y a eu le 11 septembre, on avait peur aussi des attentats et tout ça, mais on voit que c'est quelque chose qui reste profondément marqué et ancré, et qui plus est, avec la guerre en Ukraine récemment, où je ne sais pas si tu es allé sur une chaîne de la TNT qui en parle en boucle. Et moi, j'ai des patients, je leur ai dit, arrêtez parce que vous allez déprimer. Là, on va augmenter le stock d'antidépresseurs. Là, c'est en boucle dessus, malheureusement. Et oui, et au final, en fait, c'est angoissant, ça fait peur. Parce que Alors, tu non, reviens, vas-y, continue. tu reviens sur des choses où tu te dis, bah ça y est, c'est peut-être là, quoi. Sur toute cette peur qui s'est un peu accumulée, la peur du nucléaire, de l'explosion, enfin, je sais pas, de l'Armageddon, comme on dit, enfin, ce genre de choses, quoi. Alors, tout à l'heure, tu as dit, et je vais rebondir sur le film Oppenheimer, tout à l'heure, tu as dit que tu faisais confiance aux scientifiques, mais pas aux politiques. Oppenheimer ouvre aussi la question, et le raisonnement que l'on a depuis quelques minutes, sur l'utilisation militaire aussi de la science et de la recherche. Et comment tu vois le lien, toi, entre la science, le militaire, et le fait que le militaire prenne aussi, à un moment donné, le contrôle de ce que la science lui donne?
Le problème, c'est que je pense que quand le scientifique travaille pour le militaire, il doit avoir des moyens. À ce moment-là, il doit avoir plus d'argent, je pense. Ce qu'il doit faire. Après, il y a eu sûrement des très bonnes avancées via le militaire. Enfin, je saurais pas en dire. Le Je saurais pas. radar, qu'on utilise comme GPS maintenant, par exemple. Oui, tout à fait. Après, Internet, moi, qui était quelque chose d'assez militaire au début. oui, tout à fait. Et ouais, enfin, c'est très compliqué hein, quand même comme question. Mais ah oui, je dis souvent plutôt, on n'est jamais aussi inventif Mhm. que quand on a besoin de se faire la guerre, j'ai l'impression. Je sais plus, je crois que j'avais vu un reportage, alors, je me rappelle plus exactement, mais en gros, s'il y avait un tir de missile nucléaire, ça partait, ça s'ouvrait, il y avait plein de petits missiles qui pouvaient détruire des villes, des plus gros qui partaient à droite à gauche. Je disais, mais celui qui a pensé à ça, bah non, mais je veux dire quand même, faut y aller, quoi. Je veux dire, enfin, non, mais si tu prends d'un point de vue objectif, Oui, oui, oui. c'est vachement bien foutu. Oui, c'est sûr. C'est quand même C'est sûr. horrible, quoi. Je veux dire, capable de tout détruire d'un coup. Enfin, c'est. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu vraiment à Mais ta question. je trouve que tu as raison sur ce point. Et si l'on regarde l'histoire, les deux guerres mondiales ont quand même été des avancées technologiques assez incroyables parce que justement, on se faisait la guerre, il fallait avancer. Et l'aviation a avancé beaucoup lors de la Première Guerre Bien sûr. mondiale. La Seconde Guerre mondiale, ça va être tout ce qui est nucléaire, etc., qui va sortir de ce moment-là. Et comme tu dis, quand on doit se faire la guerre, on avance beaucoup plus vite. Et c'est vrai que c'est dommage, C'est- mais c'est une réalité historique, oui. Ils le disent dans Oppenheimer, c'est 2 milliards de dollars de l'époque hein, pour avoir la bombe nucléaire, hein, quand même. Ce qui représente combien à peu près aujourd'hui, tu sais, ou... Je saurais pas te dire honnêtement, mais avec l'inflation, ça doit se trouver quelque part. Mais je pense que ça doit être une somme astronomique en tout astronomique, cas. ouais. Comme à l'époque de la guerre froide, la conquête spatiale, où ils ont mis des moyens faramineux Ah pour être les bah premiers à arriver sur la Lune. ouais, encore qu'il y a eu. C'est pas toute la technologie du smartphone, tout ça qui vient de tout ça, la Alors c'est conquête. possible, ça, je sais pas. Parce que moi, je suis allé récemment, je suis allé en voyage aux États-Unis, Mhm, à Washington, et il y a le musée justement de l'aviation mhm. et de tout ce qui est l'espace, et c'est génial. Ça, les Gemini, comment ils s'appellent? C'est Gemini, les Apollo, tout ça, Mhm. vraiment, tous les trucs, je me dis, mais en fait, j'imagine toujours la personne dedans, au moment où on lui dit, vas-y, là, ça part, quoi. Maintenant, était dessus une bombe et ça va y aller, quoi. Enfin, bah, il y a eu plusieurs accidents, hein, déjà, en plus des astronautes qui ont. Je pense que la... il y en a beaucoup qui critiquent justement la conquête spatiale, j'ai remarqué. Et je ne sais pas si, dans un sens, on n'a pas besoin. Alors, Elon Musk est une personnalité, on va dire, quand même assez problématique, je trouve, sur certains points. Très clivante. Très clivante. Mais en fait, ce que j'aime, c'est son côté un peu rêveur. Mhm. Son côté. Et je pense qu'il y a besoin de gars un peu comme ça, des sortes de vrais Tony Stark, on va dire. Je sais pas, qui ont la vision d'aller sur Mars ou tout ça. J'imagine la portée, en fait, je sais pas, avoir débarqué. Mon père me raconte que lui s'était levé dans la nuit en 69 Mhm. pour aller voir l'alunissage et tout ça. Et j'imagine, en fait, le symbole un peu de paix que ça peut imaginer. Enfin, je digresse, hein, mais je le Non, vois. mais je vois. Mais je le vois comme ça. En fait, je me dis, tiens, à un moment précis, il y a la Terre entière qui va regarder l'humain, et on ne sera plus français, italien, américain, Ouais. tout ce que tu veux. Et là, on va regarder l'humain marcher sur Mars, quoi. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve que ça fait un Mais beau c'est message. vrai, c'est vrai. Ça fait un beau message d'espoir et serait rassembleur, je trouve. Mais après, je parle à des gens, je leur dis, mais et quand je leur dis exactement les termes que je t'ai dit, Mhm. ils me disent, on s'en fout de la conquête spatiale et machin. Et je dis, ouais, mais ça pourrait
pourrait créer des nouvelles technologies. Là, j'ai vu qu'ils avaient créé un petit robot pour recycler, enfin, je ne sais plus, je vulgarise, hein, mais recycler en gros l'atmosphère de ce qu'il y a sur Mars pour refaire de l'oxygène, en fait, pour pouvoir repartir de là-bas. Enfin, il y avait un truc, j'avais vu. Enfin, je pense que là, ça les pousse à se dépasser pour ce genre de projet. Et je trouve ça mieux de mettre des moyens dans ce genre peut-être de projet que que dans la guerre, c'est sûr. Alors c'est vrai, c'est une bonne remarque que tu fais et je vais raconter une petite anecdote de vidéaste. Oui. Il y a 2 ans de ça, j'avais fait un live, c'est le seul live d'ailleurs de la chaîne, où le live s'appelait La science fait-elle encore rêver, et j'étais parti un petit peu des films dont on avait parlé lors de la vidéo qu'on avait fait avec Marine, avec Vrob Oui. et Cuistot du cinéma, où je parlais de Retour vers le futur, où je disais, voilà, dans les années 80, quand il y a eu Retour vers le futur, Zemeckis nous fait rêver du futur et nous fait rêver de ces voitures volantes, etc. Et je me disais, est-ce qu'en 2020, la science fait toujours rêver? Et donc, moi, j'étais parti du principe que la science faisait plus rêver les gens. Et 2 jours avant le live, il y a une étudiante en thèse avec qui j'étais dans le bureau qui arrête ses manips, etc. et qui dit, voilà, il va y avoir le lancement de je ne sais plus quelle fusée de SpaceX, là, Ah, et qui est devant son écran et qui regarde. Et en fait, tout le bureau, on était 5 ou 6 à l'époque, étudiants en thèse, postdoc, stagiaires, etc. Ouais, et nous, on ouais. regarde tous, en fait, ça. On arrête tous les manips, on regarde pendant 10 minutes, un quart d'heure le départ. Et en fait, j'ai changé la vidéo en disant peut-être que la science fait encore rêver, tu vois. Et ce que tu dis sur le fait que tout le monde va s'arrêter et regarder l'homme arriver sur Mars, je pense que ça sera une réalité. Comme en 69, les gens se sont arrêtés pour même réveiller dans la nuit avec décalage horaire pour regarder l'alunissage. Oui. Bah oui, c'est quelque chose. Je pense qu'il y aura ça. Le problème, c'est peut-être que la technologie est tellement présente partout et elle fait moins rêver. Et peut-être qu'à un moment aussi, les cinéastes, je sais pas, Ridley Scott, tout ça, qui nous ont montré. Je parle pas des auteurs, parce que les auteurs, ça fait quand même très longtemps qu'ils nous parlent Oui. de Je le verrai en technologie. plus, ça nous en parle plus. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que justement, on nous a pas des fois survendu un futur qui n'arrive pas? Après, il y a des futurs peu enviables, hein, justement Blade Runner ou ce genre de choses. Mais par exemple, c'est intéressant de voir que quasi personne n'avait prévu, tiens, il est là, n'avait prévu le smartphone, quoi. Oui. Tu regardes dans tous les films des années 80, C'est vrai. le smartphone, pas vraiment. J'ai revu récemment, comment il s'appelle? Minority Report, que j'ai trouvé. J'avais oublié qu'il y avait tellement de trucs. Je sais pas si tu te rappelles, il va dans une galerie de magasins, il le scanne avec les yeux Oui. et ils lui font Hey John Anderton, achetez la voiture John Anderton. Et après, ils retournent avec des nouveaux yeux et ils font Bonjour monsieur Yagamoshi ou Yamamoshi, quelque chose comme ça. Et il fait Avez-vous aimé vos derniers t-shirts, un truc comme ça? Et je me dis Bah La tiens, pub personnalisée, les oui. cookies, la pub personnalisée, les trucs comme ça. Je me suis dit, ah bah tiens, on y est là, à ce genre de choses. Mais c'est peut-être qu'à un certain moment, il y a eu une grosse montée et peut-être que ça stagne un petit peu. Je ne sais pas, si je prends l'exemple de la médecine, je me dis si par exemple la science, l'industrie automobile avait fait autant de progrès que la médecine, je sais pas, maintenant tu te déplacerais peut-être en navette volante. Enfin, je sais pas si on essayait de trouver une proportion. Oui, la navette volante, ça fait longtemps qu'on nous fait rêver. Fantomas, déjà, dans Fantomas, déjà, on a dans le 3e Fantomas la voiture qui vole, on nous fait rêver un peu de ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des progrès que le cinéma n'a pas vu. Tu parles du smartphone et je n'ai pas le souvenir de film où ils en parlent. Et il doit y avoir quelques exemples où ils ont des petits communicateurs, des choses comme ça. Ça. Je les ai plus en tête, mais très peu avaient imaginé ce genre de truc, ce soit presque, comment dire, l'extension de ta main, voilà. C'est ça. On va dire. Non, il y en a très peu qui l'avaient vu. Internet, un peu plus. Mais c'est assez intéressant de voir que c'est vrai qu'on n'a pas imaginé le futur tel qu'il est, on a imaginé le futur probable. Souvent apocalyptique d'ailleurs. Très Un souvent. peu dommage, souvent apocalyptique. Bah, c'est une résultante de tout, de l'effet bombe nucléaire, je pense, guerre froide et tout ça, qui est toujours présent. Et c'est pour ça qu'on l'a imaginé toujours apocalyptique, à mon avis. C'est vrai, c'est possible. C'est possible. J'ai envie de parler de Nolan, puisqu'on est en train de parler de science. Nolan se base souvent, et on l'a vu par exemple avec Interstellar, Oui. sur la recherche, la science et dernières technologies.
Et souvent, les conseillers pour son scénario et ses images, ce sont des chercheurs. Oui. Par exemple, c'était Kip Thorne qui l'avait conseillé pour Interstellar. Kip Thorne, c'est celui qui avait découvert les trous de verre et qui avait Oui, tout beaucoup à fait, travaillé oui. sur les trous noirs, qui l'avait conseillé pour Interstellar. Je ne sais pas qui c'est qui l'a conseillé exactement pour Oppenheimer, mais je suppose qu'il y a des scientifiques derrière. Est-ce que tu penses que les cinéastes devraient être aidés par des chercheurs justement pour rendre les choses peut-être un peu plus réalistes, tout en restant dans l'art, parce que l'art, ça doit être imaginatif et le vidéaste doit être et le réalisateur doit être complètement libre de ses idées. Mais est-ce que tu penses que c'est bien que les réalisateurs utilisent comme conseiller des scientifiques pour rendre plus crédibles les films? Par exemple, un film qui a été beaucoup critiqué, c'était Armageddon. Bah oui. Ou quand ils arrivent sur météorite, tu as encore le feu dans l'espace, etc., alors qu'il n'y a pas d'air et que les gens disent c'est même pas possible. Et puis après, le film complet, moi j'ai trouvé super le film, mais Ah oui, il non, mais le paraît film est complètement prenant, irréaliste. hein. Il est prenant, ouais. Le film est Il prenant. est humainement très prenant. Moi, surtout, il y a Liv Tyler aussi. Là. Et on C'est pas était une jeunes. actrice que j'apprécie en plus, mais bon. Ah, mais on était jeunes. Et voilà, c'est la question. Est-ce que tu penses que le scientifique a aussi son rôle de conseiller à jouer pour le cinéma? Alors, c'est une très bonne question. Et en plus, bah, j'ai répondu, j'en ai pas mal parlé l'autre fois en live. Et je trouve que c'est primordial que ce soit en termes scientifiques, mais même historiques, Mhm. qu'on ait, par exemple, je fais juste la parenthèse sur Ridley Scott, Mhm. il peut faire le meilleur comme le pire en termes de reconstitution. Il y a une histoire qui s'appelle Histoire appliquée. Il y a une chaîne YouTube plutôt qui s'appelle Histoire appliquée qui Oui, revient sur toute, excellente. qui est excellente et qui revient. Et dès qu'il y a des conseillers, en fait, c'est plus palpable. En fait, Nolan, c'est un cas intéressant. Parce que lui, en fait, même quand il te fait un Batman, Mhm. il essaie de te l'ancrer dans le réel. C'est ça, en fait, le truc. Batman, qui est quand même la figure des comics, tout ça. Et là, dans sa trilogie, il te l'ancre dans le réel. Quand il fait le Prestige, bon, c'est peut-être le seul où il part un petit peu vraiment dans le fantastique, d'ailleurs. Mhm. Mais il t'intègre Nikola Tesla, ce genre de choses, avec certaines de ses théories. Je ne sais plus l'histoire des. Je crois que ça existait, hein, l'histoire des ampoules qui Oui, sont oui, oui. dans le sol et tout ça. Bon, après, j'ai vu que c'était plus une légende, hein, l'histoire de la machine. Ça fait partie un peu du folklore autour de Nikola Tesla. Mais moi, je pense que c'est primordial, justement, de ne pas raconter. Bah, en fait, je pense que lui, il prend pas le spectateur pour un débile, surtout, si je peux me permettre. C'est que lui fait la démarche, en fait, de nous proposer des choses qui sont plus ou moins véridiques. Bon, peut-être qu'ils sont Mhm. critiquables, hein, qu'on va pas aller forcément vérifier, mais pour lui, vu il veut que ce soit réaliste, donc il faut qu'il fasse appel, et lui c'est un passionné, je pense, de physique et tout ça, de Mhm. science, il faut qu'il fasse appel à des gens qui savent, même si parfois le scénario et puis l'histoire peut prendre une tournure peut-être moins réaliste pour les bienfaits de l'histoire, mais Nolan, lui, oui, il a besoin, en fait, pour ancrer dans le réel, il faut qu'il y ait des choses réelles. D'où l'utilisation de scientifiques. Et pour finir, oui, bah, ce que je te disais, pour les films historiques, on a besoin Mhm. aussi, on a besoin de ça. On a besoin de montrer des choses, d'avoir des représentations Mhm. réalistes. Voilà, parce que quand tu commences à faire, il y a Netflix qui fait un peu ça parfois, qui a tendance un On petit pourra en peu à parler, c'est vrai. non, mais qui a tendance, je trouve, à faire un petit peu de son révisionnisme sur certaines époques. Et implicitement, à force de voir ce genre de choses erronées, bah, ça va s'intégrer malgré toi dans Mhm. ton cerveau. Et même si tu essaies d'avoir de la bonne distance, bah, tu vas peut-être te mettre Mhm. dans la tête des choses fausses. Et il y a énormément de clichés. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'histoire aussi, mais là je parle par rapport à l'histoire. Il y a énormément de clichés historiques qui sont rentrés en fait dans les mœurs, que tout le monde pense, qui en fait sont absolument faux. Et je pense que pour la science, c'est pareil aussi. Et Oui, pour c'est le vrai. Et je trouve que quand il y a pour venir, parce que tu parlais d'histoire appliquée, ça me rappelle une de leurs vidéos où ils avaient parlé de Kingdom of Heaven. oui, c'est Et ça, oui. ils ont montré qu'en fait, les costumes étaient réalistes, les populations qu'il pouvait y avoir à Jérusalem étaient réalistes, la figure de Saladin était réaliste, etc. Et du coup, ça fait quand même aussi souvent de meilleurs films. Quand c'est plus réaliste, les films où il y a des conseillers
plus technique, ça donne quand même des films qui sont souvent de meilleure facture. Kingdom of Heaven est un excellent film, Interstellar par exemple aussi. Ça donne, je trouve, une patte plus déterminée. Après, il faut penser que le cinéma est le cinéma. Par exemple, tu parlais de Ridley Scott. Alors, le Napoléon, la bande-annonce est déjà critiquée par certains historiens, notamment une partie, et on peut discuter de ça. J'ai pas regardé les analyses encore pour le moment, mais j'ai hâte vraiment de le voir. Oui, je pense que ça peut être un excellent film. Je pense que ça sera un excellent film. J'ai juste peur que ce soit fait par un Anglais, donc surtout un Anglais sur la question, mais bon, pourquoi pas. Hein. Mais il y a un point, par exemple, qui est critiqué quand tu regardes un peu les analyses du trailer. J'avais vu une vidéo sur le musée de l'armée aux Invalides, quelqu'un qui est spécialiste de cette période, donc une vraie historienne pour le coup, qui disait que dans la bande-annonce, on voit en fait les canons, la bataille des pyramides, on voit les canons qui sont très proches des pyramides, alors que dans la réalité des faits, ils étaient à plusieurs kilomètres des pyramides et que jamais Napoléon aurait tiré sur une pyramide. Parce que pour lui, c'est l'histoire, c'est sacré, etc. Mais le cinéma a besoin d'images aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, je trouve que cinématographiquement, si tu fais une bataille à plusieurs kilomètres et que tu as la pyramide juste à la ligne d'horizon, ça ne rend pas pareil, quoi. Ça sera joli. Ah bah là, ça sera joli. Bon, après, si on a modifié, tu sais, Obélix a bien cassé le nez du Sphinx. C'est vrai. Non, mais bon, enfin, voilà, pour faire des comparaisons. Mais après, il faut que ça soit esthétique aussi. Il n'y a pas... Et même Histoire appliquée est le premier à dire, bon, et des fois, il fait toujours, ça passe, voilà, ça passe. Il faut que ça soit joli aussi. Mais bon, il y a certains clichés. Et je me rends pas compte après de tous les clichés scientifiques. Moi, c'est plus après un peu le médical. Il y a des fois, j'entends des trucs, et encore, je suis qu'infirmier, hein, je suis pas médecin, mais des fois, j'entends ces trucs, je dis, oh lolo. Ça fait bien hein, à dire, hein, mais bon, derrière, je pense que c'est toujours pareil. C'est le degré de ce que tu veux mettre dedans et dans quelle mesure tu respectes aussi un peu ton spectateur, je pense. Après, le but n'est pas non plus de lui faire un cours de physique quantique, par exemple, pour Oppenheimer ou ce genre de choses. Le but n'est pas là, mais vulgariser, lui expliquer un peu les tenants et aboutissants, et t'en sors grandi, quoi, t'apprends avec ce genre de choses. Moi, je suis quelqu'un qui apprend énormément avec les films, puisqu'à chaque fois que je regarde un film, qu'il y a quelque chose qui me questionne de manière historique, scientifique, dans une juste mesure, après, je lis, j'essaie de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est machin. Bon, beaucoup de gens ne font pas la démarche de le faire, malheureusement. Et ça peut passer par Wikipédia, ça peut passer par d'autres sites. Et d'ailleurs, on a tendance maintenant à un peu trop critiquer Wikipédia, qui est quand même source d'informations, qui peut être erronée sur certains points, hein, je ne le dis pas, mais qui peut quand même faire apprendre pas mal de choses aux gens. Je pense que Wikipédia, c'est une bonne base pour commencer. Après, je trouve souvent pas suffisamment précis ou strict. Enfin, en tout cas, voilà, dans certains domaines. Oui, mais pour commencer, pour te renseigner sur un sujet, bien sûr. Et je pense que si beaucoup de gens... Il y a peut-être aussi le fait qu'on est moins curieux aussi. Il faut peut-être qu'on nous apporte la réponse toute crue, directement, presque, tu sais, bien mâchée, tout ça, comme un peu comme les oiseaux, tu sais, que t'as plus qu'à la gober, et qu'on est peut-être moins curieux sur certains points. C'est peut-être ça, je ne saurais pas dire. Ça, c'est une bonne remarque. Question par rapport à la curiosité, justement. Une question qui me vient comme ça, parce qu'on parlait de vulgarisation, et tu parlais par exemple d'Oppenheimer, de la vulgarisation. Quelles émissions tu regardais quand tu étais jeune scientifique? C'était souvent à la télévision. Est-ce que tu as parlé des frères Bogdanov? Est-ce que tu as d'autres émissions qui te viennent en tête que tu regardais? Je regardais, comment ça s'appelait? Sur la 5. J'ai regardé moins après, mais comment ça s'appelait? Il était une fois la vie ou ce genre de truc, non? Oui, ça, il était une fois la vie, il était une fois l'homme. Non, c'est dans l'air, voilà, après. C'est dans l'air, d'accord. J'ai pas mal regardé, et après plus des recherches, choses comme ça, mais aussi ça passe par YouTube, hein. Parfois, je trouve que des gens, j'ai pas d'exemple en tête, des gens qui arrivent à bien t'expliquer les choses. Je suis assez curieux de nature, que ce soit science, histoire et tout ça, donc j'ai une soif de connaissances, ça, principalement le cinéma, mais j'ai envie de savoir, puis c'est passionnant, des fois tu te dis,
Bon, j'ai toujours pas tout compris sur la relativité, les choses comme ça, mais t'imagines, enfin, il y a des gens qui ont imaginé, mais même la physique quantique, les choses comme ça, j'y comprends pas grand-chose. Mais il y a une découverte, par exemple, enfin, il y a un truc qui m'a toujours marqué et qui me fait beaucoup penser au voyage dans le temps. Tu sais, c'est quand quelqu'un avait dit, je saurais plus dire le scientifique, que ça avait marqué quand j'étais petit. Tu sais, l'étoile, enfin la lumière de l'étoile qu'on voit, c'est qu'en fait, elle est déjà morte. Mhm. Donc en fait, on a une vision du passé en fait à ce moment-là. Ouais, Là, ouais. ça m'a toujours marqué en fait de me dire voilà, là on a une vision de quelque chose qui s'est déjà produit, mais on n'a pas encore la. Enfin, je sais C'est pas. Hawkins qui disait ça. Ah, Stephen Hawkins. Mhm. d'accord. Bah, cette phrase m'a beaucoup marqué. C'est la vision du passé, tu vois. Et justement, tu parles de cette phrase et je te parle d'Hawkins. Le cinéma reprend aussi les biographies et fait des biographies de grands chercheurs comme Hawkins, par exemple. Est-ce que ce genre de film peut aider aussi les spectateurs à mieux comprendre une époque, mieux comprendre des questionnements scientifiques? Oppenheimer, bien sûr, c'est sur la bombe atomique et c'est quelque chose un peu différent, mais par exemple, si on regarde le film d'Hawkins, Une brève histoire du temps, Ah, je ne l'ai euh, pas vu, mais oui, ça peut aider à comprendre un peu tout ça, oui. Et comment on en est arrivé là, hein. Ça peut être passionnant. C'est pas forcément des gens. Je pense à l'autre film, comment il s'appelait Imitation Game aussi, Imitation Game, oui. Mm. avec décryptage. Bah, en fait, ça permet de mettre en lumière des choses assez presque extraordinaires, en fait, et avec des technologies que maintenant, qui ont eu des dérivés Mm. avec des choses qu'on utilise encore de nos jours, quoi. C'est intéressant. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Le cinéma permet d'avoir aussi parfois ces connaissances-là et ces questionnements-là. Je trouve que c'est. L'image parle peut-être plus qu'un livre. Je ne sais pas si Bah, c'est partout c'est à la fois pareil, une, mais. ça peut être à la fois, tu sais, on parlait de l'étoile, mais le cinéma peut Mm. être aussi une vision du passé. Mm. Un regard, une lucarne un petit peu, même si la chose est faite en 2023, mais je sais pas, quand tu fixes vraiment ton objectif sur, je sais pas, une époque, tu vois, ça peut être Mhm. une vision du passé, et c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, d'où le besoin de faire le plus réaliste possible Mm. pour que bah, la vision ne soit pas erronée et véhiculée Mm. enfin, de fausses croyances, mais ça passe au-delà d'un petit anachronisme, hein, je veux dire. Bien sûr. Vraiment, c'est si Oui, tu modifies tout. oui, oui. Dans Titanic, il y a quelques anachronismes là que Allociné avait repérés. Mais bon, je veux dire, ça change rien à l'histoire et à la représentation du Titanic telle qu'il a voulu. Et je donne cet exemple parce que tu parlais d'anachronisme un peu Bien faible sûr, dans les films, ça peut être. bien sûr, bien sûr. Mais ça dépend aussi des sources d'inspiration Mm. dont on eu. Par exemple, Ridley Scott, moi qui aime beaucoup les péplums, Ridley Scott, quand il fait Gladiator, il se base un peu sur tout ce qui est tableau de la Renaissance et tout ça. Mm. Donc, c'est vrai qu'on a des couleurs parfois qui correspondent pas forcément ou des choses un peu erronées. Après, le spectacle est magistral. On peut Ouais, pas ouais. dire Gladiator, hein, c'est un chef-d'œuvre, hein, même on peut dire le mot. Mais bon, s'il y avait eu quelques petites rectifications historiques, ça aurait été un peu mieux. Mais bon, après, c'est pas très grave non plus, hein. Non, c'est pas très grave non plus, c'est vrai, c'est vrai. Puis je pense que quand on regarde Gladiator, par exemple, on s'attend pas à voir un film historique. Donc on est peut-être moins absorbé par certaines erreurs. Napoléon se veut être un film plus historique, Bah, ouais, sachant alors, Ridley Scott. Mais j'ai du Gladiator se veut un film plus péplum, histoire. grandiose, on va dire, qu'historique, oui. Bah oui, moi j'ai toujours eu du mal quand on prend le côté historique. Je me dis quand c'est pour l'histoire, vraiment, faut caler. Il y a beaucoup de problèmes, notamment et les acteurs faire jouer des rôles, je sais pas, de figure historique blanche par un acteur noir, par exemple, ça c'était quand, quand ça n'a pas pour but d'être un biopic ou quelque chose, il n'y a pas de Mhm. problème. Mais après, parfois, je me dis
Est-ce que ça risque pas d'envoyer de faux signaux, de choses comme ça? Après, attention, tu mets Denzel Washington, par exemple, qui joue Napoléon, il va très bien te le jouer, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas une histoire comme ça, mais peut-être, je sais pas, c'est sujet à discorde et à questionnement, je pense, tout ça. C'est vrai que c'est sujet à discorde. Après, je pense que certains réalisateurs le font aussi pour faire buzzer leur film et faire en sorte que ça fonctionne. Disney, notamment, est un peu spécialiste là-dessus, des buzz un peu couillons, on va dire, pour que les films fonctionnent, alors que les films en lui-même, des fois, sont pas top. Enfin, après, Oui, de base, oui, mais Ouais. Netflix aussi, hein, ils sont un peu spécialisés là-dedans. Hein, ça fait 2-3. Tu vois bien, je crois qu'ils avaient fait un documentaire basé quasiment exclusivement là-dessus, sur Cléopâtre était-elle noire ou quelque chose comme ça. Hein. Au final, raconter l'histoire de Cléopâtre, enfin, on s'en fout, quoi. Je veux dire, hein. Enfin, je veux dire, la thèse de base, du développement me paraissait peu pertinent, quoi. Oui, je pense que pour le coup, c'est plus du marketing. Ah oui, Et on prend un peu certains faits historiques en otage du marketing, alors qu'on n'a aucune idée de la couleur de Cléopâtre. Enfin, je veux dire, puis ça intéresse assez peu les gens de savoir quelle était la couleur exacte de tel ou tel empereur ou de tel. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a permis, comment s'est fait l'extension de l'Empire, etc. Mais je pense que c'est du marketing. Donc après, on oui. est. Mais Nolan, au moins, a ce respect de Ouais, vouloir coller au mieux avec. S'il faisait un biopic, je pense que. Enfin, bah si, techniquement, il a fait un biopic, même si ce ne sera pas tout à fait des. C'est un biopic sans en être un, quand même, parce qu'il y a tout le questionnement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en plus, c'est un film où tu sors et tu te poses des questions, je trouve. Bon, peut-être que là, je vais être peut-être un peu sévère, mais quand j'entends des gens dire, oh, bah, c'est bon, le questionnement, on l'a déjà, mais bah non, pas forcément. Enfin, les gens, ils méritent d'y avoir de nouveau un cheminement de réflexion et tout ça, et sur l'utilisation de cette chose-là. Et il y a enfin, c'est la remise en question. Fallait-il le faire? Fallait-il pas le faire? Avait-on le droit de le faire? Et la maîtrise de l'atome, voilà. Je veux dire, c'est quand même une des plus grandes avancées scientifiques, ça, de tous les temps. Je veux dire, la maîtrise de l'atome. La question surtout revient aussi avec les guerres en Ukraine aujourd'hui. Pas tout à fait. Donc les questions qu'on avait il y a 60 ans lors de la Seconde Guerre mondiale, on les a aussi encore aujourd'hui. C'est 60 ans un peu plus. C'est important de l'avoir en tête et de réfléchir à ce qu'on doit faire aussi aujourd'hui. Et bah, c'est triste encore de devoir encore se poser ces questions. On aurait pu se dire qu'en autant de temps, je sais, enfin, qu'on aurait pu évoluer, qu'il y aurait pu ce genre Ouais. de choses, mais au final, peut-être que l'humain reste l'humain, vénal, un peu critiquable, imparfait, ce genre de choses. C'est peut-être nous qui n'évoluons pas assez. La science et Là, la on revient à la technologie. question que je t'ai posée au tout début. Est-ce que tu penses que la science fait évoluer l'homme ou régresser? Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette ambivalence entre les deux, cette espèce de balance entre la science qui évolue et les connaissances que l'on a sur le monde qui nous entoure qui évolue, et puis notre nature aussi qui fait que de temps en temps, on se repose la même question, on revient en arrière. On régresse par moment, ouais. Alors, tu as dit que la maîtrise de l'atome, c'était une des plus importantes avancées techniques de l'humanité. Si tu devais réfléchir à ces, on va dire, 40 dernières années, c'est à peu près, je ne sais Ouais. pas exactement quel âge tu as, je n'ai pas mis de trop te vieillir, mais je pense qu'on a tous les deux 32, entre 30 et 30, 40. oui, 32, oui. 32. Donc, on va dire ces 30 dernières années. Quelle est pour toi, donc, si tu devais dire une ou deux exemples de technologies qui t'ont marqué ces 30 dernières années, donc depuis ton arrivée sur Terre, lesquelles Moi, ça serait? Moi, ce qui m'a marqué, alors, je pense que c'est Internet, en fait. Mhm. Je me rappelle souvent, et je le dis un peu peut-être aux plus jeunes, ça y est, des fois, tu transmets un peu, tu commences à dire à 32 ans, tu commences à dire aux jeunes de 15 ans, tu sais, mon temps. Bon, bref, c'est un peu ça, mais je me rappelle, en fait, de l'époque où personne n'avait un ordinateur de bureau, où très, très peu de gens avaient un ordinateur de bureau chez eux, et Internet encore moins, tu vois.
Donc, c'était une autre façon de faire, je sais pas. On utilisait le téléphone, on attendait que la personne nous appelle. Il y avait des portables, hein, ce genre de choses, mais je me rappellerai toujours le premier ordinateur de bureau qu'on a eu. Et après, je crois que j'ai eu Internet, pour te dire, ça devait être en... Attends, je devais avoir 12 ans, ouais, 2001, 2002, tu vois, avec le 56K, et là, c'était un monde s'ouvrait à toi, un monde qui allait très lentement, mais un monde quand même. Tu pouvais aller enfin, tu pouvais aller sur des sites, enfin, il te fallait 10 minutes pour ouvrir une page, hein, mais au moins, tu sais, tu avais le temps de chercher vraiment ce que tu Ouais. voulais, fallait cibler. Et te dire qu'à ce moment-là, tu pouvais communiquer avec quelqu'un, tu pouvais envoyer un mail à quelqu'un qui était à l'autre bout du monde, quoi, voilà. Et je pense qu'il y en a qui pourraient dire la technologie, je sais pas, c'est le smartphone, le machin, le truc. Ouais. Mais tout découle, pour moi, tout découle d'Internet, en fait, de cette immense toile qui s'est tissée, qui nous a à la fois rapprochés et éloignés, parce que je pense qu'on n'a jamais été aussi seul, peut-être maintenant, qu'on tisse moins de liens sociaux avec les gens dans la vie. On utilise peut-être de manière plus virtuelle, même des gens que tu as côtoyés longtemps et que maintenant tu te contentes peut-être plus de leur faire des vocaux ou des stories, des choses comme ça. Et parfois, je suis assez nostalgique. Je me rappelle de cette époque où il n'y avait pas tout ça. Mais à la fois, on n'avait pas accès à tout ce qu'on a maintenant. C'est bien, dans un sens, souvent. Hein, de toute façon, énormément de choses sont faites avec des bonnes intentions et c'est parfois toutes les dérives qui peut y avoir derrière. Même les réseaux sociaux, à la base, hein, c'est génial, hein, le principe. Toutes les dérives qu'il y en a derrière, bon, ben, après, bon, c'est critiquable, mais... Et voilà, oui, Internet a complètement révolutionné le monde actuel, la manière de travailler, je sais pas, la manière peut-être même de regarder. Bah oui, maintenant avec le streaming et tout ça, ta manière de consommer maintenant, parce qu'on voit les achats en ligne, ce genre de choses. C'est l'évolution actuelle. Et peut-être que la prochaine, je sais pas, sera l'intelligence artificielle. Après... Voilà, je pense qu'au niveau technologie, ça serait ça. En termes de découverte, ça a été plus dur. En termes de découverte, à trouver des choses qui... Pourtant, il y a eu des avancées. Mais là, je vais peut-être me rapprocher un peu du travail. Mais c'est vrai que l'histoire l'explosion un peu de l'ARN messager là, qu'on a beaucoup critiqué. Enfin, je veux dire, ça, là, en évoluant, ça va devenir quelque chose vraiment normalement de génial, quoi. Enfin, si tu arrives à cibler les cellules, enfin, si je dis pas de bêtises, hein, je veux pas dire de bêtises, mais si j'ai bien compris en vulgarisant, c'est que tu arrives vraiment à cibler les cellules que tu as besoin pour pouvoir soigner un cancer ou ce genre de choses. Hein. Enfin, c'est peut-être très vulgarisé, mais je pense que après il y aura peut-être la nanotechnologie, ce genre de choses, mais les avancées qu'on fait à l'heure actuelle sont assez impressionnantes. Après, si on repart un peu sur l'intelligence artificielle qui en est à ses débuts, ça peut faire peur. Je ne sais pas si tu as vu sur Internet, le JDG a tweeté quelqu'un, grâce à une intelligence artificielle, le fait chanter, lui fait chanter des chansons, mais avec sa voix et tout, hein, c'est vraiment lui. Et J'ai même pas vu le tweet. Tu verras, en fait, il chante la chanson de Camini. Marly Gaumont. Marly Gaumont, ouais, c'est très drôle. Et il dit, bah, je suis à la fois stupéfait et à la fois horrifié parce que dans quelques années, il faudra tout vérifier. Si on prend l'exemple du cinéma, on fait ces choses maintenant, même le dernier Indiana Jones, même si c'est pas parfait, on a rajeuni Harrison Ford, tout n'est pas parfait, hein, bien sûr, mais en vrai, c'est génial. Je veux dire, on arrive. Enfin, c'est discutable. C'est génial, mais c'est discutable. Parce que quand tu fais revivre des gens qui sont malheureusement décédés... Oui, comme dans Star Wars, par exemple. Peter Cushing, exactement. Je crois qu'il va même y avoir un truc où James Dean va peut-être refaire une scène. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Enfin, c'est tout à fait discutable. Et est-ce qu'on ne va pas perdre ce côté sincérité? Est-ce que parfois,
Il y a un superbe film que je recommande aux gens qui regardent cette vidéo et même à toi qui s'appelle Simone, s'appelle Simone. C'était avec Al Pacino et en fait, c'est sorti en 2001 et c'est un film qui avait absolument tout compris. Ok. Et en gros, il y a un scientifique qui va mourir et qui veut léguer son intelligence artificielle, son programme avec une femme où il peut rentrer toutes les données qu'il veut, la faire jouer parfaitement, l'intégrer dans n'importe quel film et qui lui en fait cadeau parce que c'est son réalisateur préféré et ça prend des proportions hallucinantes, ça devient presque une vraie personne dans le sens où elle reste virtuelle, mais les gens la considèrent comme 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 comment dire, réel. comme réel, voilà. Mhm. Et ça va amener le protagoniste dans ses péripéties, enfin des trucs. Bref, j'en dis pas plus. Et ce film avait absolument, absolument tout compris sur comment allait évoluer le monde du cinéma. Et pour en revenir à ça, est-ce que je me dis que la performance de l'acteur, parce que moi, mon fond de commerce à la base, c'est quand même la comédie, est-ce que la vraie performance de l'acteur, c'est la perfection? Est-ce qu'on recherche au final une perfection? Parce qu'une intelligence artificielle va peut-être te mettre les meilleures performances, je sais pas, de James Dean, tiens, il va te le faire jouer comme il a jamais joué. Mais est-ce qu'au final, le défaut ou la petite erreur, le petit truc qui fait que la petite erreur ou le petit rictus, je sais pas, le truc qui n'était pas prévu fait que la scène n'en est pas meilleure. C'est comme, je prends l'exemple médical. Sans compter toutes les improvisations possibles des acteurs. Exactement. Et est-ce que ça, cette technologie pourra le faire? Par exemple, je prends l'exemple, j'ai travaillé en service de chirurgie et des fois, tu as ce qu'on appelle, tu as tout ce qui est exploration, tout ça, des fois, ils ne savent pas trop. Et je me dis toujours, si tu rentres toutes les données, la machine te le fait parfaitement. Exploration, machin, découpe parfaite et tout. Et je me dis, est-ce que la machine aura peut-être des fois le réflexe d'aller plus loin? Je sais pas, le petit côté, le chirurgien est là, il a ouvert et là il se dit: «Putain, là, ça a l'air bizarre quand même». Je sais Ouais, pas. ouais. Tu vois ce côté-là, Ouais. putain, j'irais bien regarder parce que je sais pas, je le sens pas, il y a quelque chose, ça a l'air normal, mais il y a quelque chose. Oh bah tiens, je sais pas, un machin, ah bah merde, enfin pardon, Et en fait, mais c'était un enfin, abcès ou un truc qu'il avait, ouais. ouais, je sais pas, un nodule ou quelque chose, tu vois, et je me dis: «Tiens, est-ce que la machine pourra improviser ou ce genre de choses?» Ça pose énormément de questions, mais ça va si ça se développe, à voir. Par exemple, la révolution que vous nous avez annoncée, le métaverse et tout ça, j'ai l'impression que ça a pas l'air Ça de floppe. oui, ça a pas l'air de prendre. Alors peut-être que les intelligences artificielles, ça finira pareil, mais ça risque de changer un peu la face du monde. Je sais même on en verra les prémices, mais peut-être pas, l'apogée. Voilà, je sais pas Alors, si j'ai répondu à toutes tes questions, mais des fois non, mais c'est une très bonne remarque. Et puis, je trouve que les questionnements que tu as à la fin du discours là sont très bons. J'ai une question à te poser sur Internet. Beaucoup de gens comparent Internet à Gutenberg et l'invention de l'imprimerie, en disant que ça a permis aussi l'explosion de la connaissance et la diffusion massive de la connaissance. Ce qui a été le but de l'imprimerie initialement, où on n'avait plus besoin des monocopistes pour imprimer les livres, et en fait, ça a beaucoup diffusé. Est-ce que toi, tu ferais le même parallèle entre l'invention de l'imprimerie et l'invention d'Internet? on peut le rapprocher fortement, mais il y a un point à ne jamais négliger et qui est très important quand même à l'heure actuelle qu'il faut préserver, c'est que ça, c'est du papier, ça, c'est virtuel. Ouais. Si ça plante, enfin, tu vois ce que je veux dire? Si Oui, vraiment il y oui, a un blackout total, tu perds absolument toutes tes données. Et c'est une thématique qui est traitée notamment dans Mission Impossible Dead Reckoning, le tout dernier, qui s'attarde ok. sur les. Et c'est ça la force quand même de. Je pense que l'imprimerie est beaucoup plus importante à ce niveau-là parce qu'en plus elle nous donne un format papier et quelque chose qu'on peut toucher, conserver, quoi. Toi, tu es pour la lecture physique,
plus aussi. Bon, tu sais, là autour de moi, parce que des fois quand on fait des lives, alors c'est pas des bons DVD hein, que j'ai là, même, mais bon, je les ai quand même, c'est Ah, mais Daredevil et Electra, tu vois. Moi, je suis même pour. Bon, je dois avoir des trucs genre, pour je le sais support pas, physique. Grise, la Mhm. passion du Christ, des machins et Wood. Oui, je suis pour le support physique parce que peut-être que je suis un vieux, hein, mais j'ai besoin de posséder, enfin plutôt d'avoir, Mhm. de garder, voilà, avec moi, au cas Mais je où. crois que tous les vrais passionnés sont pour le support physique. Je suis aussi pour le support physique. Je sais pas combien j'ai de DVD Blu-ray. Enfin, j'ai des armoires pleines. Ça commence un peu Bah, t'as à l'impression de le casser ma posséder, flamme. alors que si ça reste sur un cloud quelque part, voilà quoi, c'est là, mais je sais pas, tu peux pas passer devant Mhm. ta bibliothèque, ton truc, et te dire ah bah il y a ça, machin. Je trouve aussi qu'on regarde plus les films quand on les a en DVD ou Blu-ray que quand on les a en téléchargé, par exemple, sur un disque dur externe. Tout à fait, parce qu'avant, bah déjà avant, au tout début, par exemple, bah ça c'est marrant qu'en plus ce soit celui-là. Ça c'est mon premier DVD que j'ai acheté, ça, Ok. quand j'avais 13 ans, c'est Daredevil. Mhm. Et je l'ai regardé un de ces paquets de fois. Parce qu'au début, bah, tu sais, en plus, j'étais jeune, j'avais pas trop de sous. Tu sais, des fois, tu avais un peu d'argent de poche, 15 euros, Mhm. tout ça. Et puis, bon, bah, au final, tu allais t'acheter un DVD. Et puis, c'était quelque chose que je chérissais, quoi, que je regardais 3, 4 fois d'affilée. Maintenant, malheureusement, je le fais beaucoup moins, hein. Et parfois, il y a le côté un peu collectionnite qui rentre aussi. Et des fois, je pourrais te dire, j'ai un peu honte. Il y en a certains, ils sont là, ils sont pas ouverts encore, tu vois. Mais bon, il me le fallait. Alors, je suis un peu comme toi aussi. J'ai le côté collectionniste et je commence à prendre peur sur un point, c'est les steelbooks. Je crois qu'il va falloir que je me calme parce que quand on a commencé ça, après, on n'a plus. Mais ça, c'est que tu as rencontré des gens qui te commencent à te les montrer, à te dire ah ça c'est bien, ah ça c'est machin, et là toi tu fais il me le faut aussi. Et puis après tu tombes dans ce truc-là, et puis ils sont pas donnés hein, les Ils sont pas steelbooks en donnés, plus, hein. pas Donc donnés, oui. mais pour en revenir à la question de base, oui, il faut quelque chose de physique. Mais même quand on était au travail à l'hôpital. Tu vois, il y en avait des procédures si au cas où l'informatique plantait pour pouvoir continuer. Ben, je veux dire, quand il y a eu les grands piratages, là, les trucs comme ça, je veux dire, on se rend compte que tu peux être. Mais c'est même une thématique de Die Hard 4 que j'apprécie. Mais Je veux dire, s'il y a un piratage, comment on fait maintenant, en fait? Tout, c'est vrai qu'il posait bien la question, ouais. Ouais. bah, même, je veux dire, ton argent maintenant, enfin, si on revient à des choses plus terre à terre, ton argent, des chiffres, c'est quasiment que des chiffres Hein. sur un compte en banque, quoi. T'es plus comme des fois les petits vieux, je sais pas Enfin, je dis pas d'avoir ça, mais dès qu'il y avait des lingots, des machins, des choses comme ça, quoi. Ils sont toujours attachés, c'est vrai, au format physique de l'argent, nous on est plus carte bleue. Ah bah Moi je oui. m'aperçois depuis des années, je paye quasiment qu'avec la carte bleue d'ailleurs. C'est assez. Ah On bah, retire de moins en moins en fait les sous. eh bah oui, mais même des fois j'ai un peu honte, tu sais, je me trimballe tellement pas, des fois j'ai même pas 5 euros dans la poche, tu vois, j'ai rien du tout. Tu sors la carte, bon, et bam, C'est ça. voilà. Mais bon, avancer, oui, autant que l'imprimerie, non. Voilà, pour répondre vraiment à la question. Je pense que Voilà, ouais, l'imprimerie. je voulais te poser la question parce que c'est vrai on a souvent des comparatifs qui se font entre les technologies elles-mêmes et le comparatif Internet-imprimerie Et toi, qu'en bien souvent. penses-tu? Justement, je suis assez curieux de ça. Alors, moi, les technologies, je dirais aussi Internet. Je pense que ça a pas mal révolutionné les choses. Et je mettrai dans Internet, bien sûr, le téléphone portable parce que Oui, bien sûr. le mobile a quand même. Alors, moi, j'ai connu Internet un peu plus tôt. Moi, j'ai 38 ans, donc je suis Hmm. légèrement plus âgé. Et le téléphone portable un peu plus tôt. Alors, pour la petite histoire, moi, le premier ordinateur que j'ai vu de ma vie, c'est en 1995, c'est en décembre 1995. Donc, en 95, j'ai 11 ans. Je viens d'avoir 11 ans parce que je suis né en octobre 84, donc je viens tout juste d'avoir 11 ans. Et nos parents nous avaient acheté un ordinateur fixe, hein. Ouais. Et je dis nous avaient acheté pour Noël, mais c'était acheté aussi à eux parce que pendant, je pense, de 95 à 2005, on a dû avoir qu'un seul ordinateur à la maison. Donc, c'était un seul ordinateur fixe pour tout le monde avec, pareil, le modem tout petit. Et, chose que les gens se souviennent peut-être pas en 95, mais moi, c'est ma première utilisation d'Internet, c'est le rapport Kenneth Star. Ah, non. Il n'y en avait pas, tu vois. Alors, tu connais pas? Non. Alors, Kenneth Star, en fait,
le rapport, c'était le rapport du Sénat américain sur l'histoire entre Bill Clinton et Monica Lewinsky. Ah oui, d'accord. Il est Oui. sorti en anglais et en fait, ils ont commencé à le traduire en français. Il y avait quelques pages de traduction qui sortaient par jour. Et avec mon petit frère, tous les soirs, on allait sur Internet parce qu'il fallait débrancher le téléphone. À l'époque, donc on n'avait plus le téléphone. Ce n'avait pas le téléphone portable Ouais, encore. tu pouvais pas t'appeler, les gens ils étaient pas contents. C'est ça. Enfin, débrancher Internet, rebrancher, enfin, débrancher le téléphone, brancher Internet, et puis le modem, il mettait 10 minutes à télécharger une page. Et le soir, on lisait les traductions du rapport. Et nous, on vivait un peu avec ça. Enfin, ça a duré quelques semaines, mais voilà, c'est mon premier rapport Internet. D'accord. J'avais 11 ans et je m'intéressais à. Je trouvais ça. Enfin, c'était marrant, on comprenait pas tout. Et ma mère, c'est marrant parce que ma mère, il y a quelques jours, me rappelait ça. Elle me disait, je me rappelle quand vous étiez petit, vous me demandiez où c'est qu'elle avait pu mettre Clinton son cigare, parce qu'il y avait un peu les détails, tu vois. On comprenait pas trop, nous, D'accord. l'anatomie féminine. Et voilà, donc ça, c'est. Moi, je cherchais les solus de jeux vidéo, moi, à l'époque, plutôt. Moi, les jeux vidéo, c'est venu un peu plus tard. Et j'ai jamais trop accroché aux vidéos, mais c'est venu un peu plus tard. Ouais. Et pour la découverte scientifique qui m'a le plus marqué ces dernières années, alors c'est une découverte qui est un peu passée inaperçue, mais que je trouve un peu dommage. Moi, j'avais trouvé ça. J'étais un peu plus âgé, mais c'est l'année d'après, c'est 1996, c'est la découverte des neurones miroirs. En fait, les neurones miroirs, c'est les neurones qui nous permettent d'apprendre. C'est le neurone grâce à qui tu vois l'autre faire et tu peux faire les mêmes gestes. En fait, c'est les neurones qui nous permettent de se mouvoir dans l'espace et tout l'apprentissage vient de là. D'accord. Et la découverte a été faite en Italie et j'avais trouvé ça fascinant en fait. C'est en fait, on arrivait à comprendre comment l'humain apprenait. Et j'avais trouvé ça en fait grandiose. Hein. Et ça fait longtemps que je prépare une vidéo sur les neurones miroirs, leur découverte, etc., que je devais sortir l'an dernier. Puis le problème, c'est que je projette trop de vidéos et qu'en fait, j'ai pas beaucoup de temps pour le faire, alors c'est un peu dommage. Je me doute. Mais voilà, pour moi, la découverte de ces dernières années, donc ça date de 96, c'est les neurones miroirs qui sont les neurones qui nous permettent d'apprendre, qui nous permettent de bouger, de voir, etc. Et ils ont notre particularité, et là on va revenir au cinéma, c'est un peu ce qui se passe, parce que les scientifiques imaginent de ce qu'est Batman. Les neurones miroirs, quand dans la nuit on rêve d'un mouvement, en fait, nos muscles vont bouger dans le sens du mouvement. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, tu es endormi et Oui. tu rêves que tu fais des haltères, en fait, tu ne vas pas le faire vraiment, mais tes muscles vont avoir la sensation un peu de faire des haltères. Ah oui, je me rappelle de ça, oui. Et pour expliquer la force de Batman un peu et l'agilité qu'il a, en fait, il y avait une théorie scientifique, c'est au début des années 2000, qui était sortie dans un Science et Vie. Et moi, ça m'avait marqué parce que j'adorais Batman. Et puis, j'étais allé voir les 4 premiers Batman au cinéma. Peut-être pas le premier, c'est dit, parce que 89, j'étais un peu trop jeune, mais au moins les 3. Le Défi, Forever et je sais pas comment il s'appelle l'autre. Les Robins. Et Robin. Qui est pas le meilleur. Je crois Non. que mes Mais parents j'aime ont bien, pas moi. dépassé des sous pour Il rien. me fait rire, moi. Il me fait beaucoup. Et donc, je crois que c'est quand celui-là était sorti, dans Science et Vie, ils avaient expliqué un peu la force de Batman, en disant que ça venait un peu de ça et que dans la nuit, il devait rêver de faire des pompes, des abdos et tout, et qu'en fait, il était fort grâce à ça. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, en fait. Et ils avaient collé en fait les découvertes récentes sur un neurone miroir, ce que ça nous permettait à la force de Batman. Donc c'est aussi pour ça que peut-être ça m'avait marqué parce que j'étais déjà fan de Batman à l'époque et puis voilà. C'est pas mal, ouais, l'idée. J'aime bien. Donc pour moi, et puis après, bon, bien sûr, une grosse découverte, c'est les cellules souches qui permettent tu vois, des cellules pluripotentes, de les rendre selon certains tissus. Et ça permet de soigner un certain nombre de maladies génétiques qui sont incurables. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on est un peu au début des cellules souches. Enfin, au début, ça fait quelques années, mais on ne connaît pas tout le potentiel. Et puis ça m'a pas mal marqué. Mais l'ARN, bien sûr, ces dernières années, on en a beaucoup entendu parler. Et je pense que c'est une technologie qui est d'avenir et des découvertes qui sont absolument majeures. Oui. Ok. Je suis resté que dans la biologie parce que je ne connais pas. C'est ce que je me rends compte souvent quand je fais des interviews et que je prépare des vidéos, c'est que je connais surtout la recherche en biologie, mais je connais assez peu la recherche dans d'autres domaines. C'est peut-être un peu dommage que les chercheurs soient si focalisés sur leur domaine de recherche et assez peu sur le reste. Mais...
Après, rien n'empêche de s'intéresser, hein. Moi, tu sais, je m'intéresse de loin, hein, plus un passionné, hein. Je suis pas spécialiste de quoi que ce soit, même pas de cinéma, hein. J'apprends continuellement. J'ai envie de te poser une dernière question, et après je pense qu'on pourra terminer l'interview. Oui. Après, je vais te poser après une autre dernière question, comme je fais toujours. Très bien. On parle de science, on parle de vulgarisation. Il y a un auteur français qui essaie de... Un auteur français d'ailleurs qui est très apprécié par le public, qui essaie de faire ça, c'est Astier. Oui, tout à Et, fait, oui. et il a fait l'exoconférence. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je Je, l'ai trouve- pas vu, non. Faudrait que je le voie, ouais. je te conseille, c'est vraiment... Moi, je l'ai vu en DVD, mais je ne l'ai pas vu sur scène. Oui. C'est absolument exceptionnel. Qu'est-ce que tu penses voilà, de sa volonté de vulgariser de façon théâtrale la recherche scientifique? J'avais vu une interview où il en parlait en disant que on peut rigoler, parce que lui aime beaucoup faire de l'humour, des choses comme ça. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, lui, il voulait qu'en fait on apprenne des choses en rigolant. Mhm. Et c'est un des meilleurs moyens d'apprendre de toute façon. Comment? En vulgarisant et en rendant en fait le tout, je sais pas long ou ni plombant comme Mhm. tu pourrais avoir un cours magistral de 5 heures, ce genre de choses. Bon, bien sûr, tu iras plus loin dans un cours magistral avec des vrais scientifiques, mais la méthode est bonne, hein, en fait. Apprendre en s'amusant et en rigolant. Donc non, moi je suis tout à fait pour. Et je sais qu'il faut que je la voie, cette exoconférence. Et c'est pareil, lui, c'est quelqu'un qui, sans le comparer à Christopher Nolan, mais c'est quelqu'un qui respecte son spectateur et qui veut faire les choses vraiment au mieux. Et quand il s'attaque à quelque chose, il va pousser à fond dans le domaine qu'il veut, dont il veut parler, en fait. Mhm. Est-ce qu'on a besoin d'auteurs comme ça en France? Est-ce que tu vois, toi, d'autres auteurs français qui seraient un peu dans le même style? Moi, j'en vois pas, mais peut-être toi, tu connais plus. Un auteur français qui serait comme ça, qui respecterait le spectateur, vraiment, qui aimerait Oui, oui. pousser. Et qui pousserait un petit peu la vulgarisation aussi, soit dans le cinéma, soit dans le théâtre, soit dans d'autres médias. Alors, il y en a un, ouais, oui, il y en a un quand même. Alors, c'est pas le côté scientifique, par contre, Mhm. mais c'est Albert Dupontel, ouais. Ok. Albert Dupontel, je trouve qu'il y a un profond respect. Alors, il a des thématiques, j'ai hâte de voir son prochain film. Je trouve qu'il pousse vraiment très loin, qu'il a une réflexion, comment une proximité avec le Mhm. spectateur, et je trouve que ce qu'il fait est vraiment très touchant, et il y a un profond respect du spectateur quand il fait ça. Notamment, moi je trouve un des meilleurs films justement je dirais de ces 15 dernières années, bah, c'était Au revoir là-haut qu'il avait Mhm. réalisé. J'avais trouvé vraiment sensationnel. Mais par exemple, on pourrait prendre, je sais plus qui est le réalisateur du Chant du Loup, par exemple. Là, tu Ouais, ouais, sentais je me qu'il y rappelle pas. avait, qu'il y avait eu. Mais c'est un diplomate, il me semble, un ancien diplomate, le réalisateur du Chien du Loup, de mémoire. Il s'appelle Antonin Baudry. Et quand tu lis un peu à côté, c'est vrai qu'il y avait eu bon, tout n'avait pas été fait à la perfection non plus, Mhm. hein, parce qu'il n'avait pas le droit, mais il y avait un profond respect pour déjà te proposer une réflexion et essayer de te montrer quelque chose au plus proche de la réalité. Ça, c'est le genre de choses. Au lieu parfois de nous limiter simplement à un film, je sais pas, à la comédie de l'été française un peu potache, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Mais peut-être qu'on manque, peut-être qu'on ne donne pas les moyens aussi à ce genre au cinéma français pour nous proposer ce genre de choses. Ça dépend. Je pense qu'il y a des grands talents, il faut juste des fois savoir les trouver. Est-ce que, pour finir l'interview, il y a un thème qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais aborder, quelque chose que j'aurais oublié? Non, je pense qu'on a pas mal balayé. Je vérifie mes notes parce que je pars jamais en live sans avoir fait quelques notes. Non, j'avais réussi à parler de tout, même de l'étoile et la vision du passé, tout ça. Euh, Non, ça c'était tout, oui.
par rapport à ce que je m'étais noté. Non, on avait parlé à peu près de tout. Il y a quelque chose qu'on a oublié de parler, ceci dit, je suis en train de penser, c'est les techniques au cinéma. On parle de science. Là, Oppenheimer a été tourné en IMAX, Oui. donc qui change par rapport à d'autres. Qu'est-ce que, pour toi, on peut finir là-dessus, c'est vrai, on parle beaucoup de cinéma, et tout d'un coup, ça me vient, on n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce que pour toi, ça apporte alors, en off, on avait parlé, par exemple, de la 4K, mais je ne sais pas si tu as vu Oppenheimer en IMAX. Moi, je le Non, verrai en IMAX, enfin, j'essaierai de le voir en j'ai pas de IMAX. salle, j'ai pas de salle IMAX malheureusement proche de chez moi. Par rapport à la technique, ce qui est bien avec un Nolan, c'est qu'il va essayer de te faire croire. Tout est relié. Je ne sais pas si tu avais vu le Prestige de lui. Oui, il y a longtemps, mais oui. Pour moi, tout est expliqué en fait dans le Prestige quand il dit les gens savent, c'est Hugh Jackman qui dit ça à la fin, les gens savent que c'est faux, mais si l'espace d'un instant, vous arrivez à leur faire croire que la chose est extraordinaire, vous les faites rêver. Et je pense que c'est pour ça que cet homme-là, Nolan, pour revenir à lui, fait des choses, beaucoup de practical en fait. C'est pour ça qu'il en fait beaucoup, parce qu'il veut que le spectateur croit à ce qu'il voit. Et pas qu'il ait il utilise des effets spéciaux, bien évidemment, mais il veut pas qu'il y ait un fond vert qui vienne te sortir, je sais pas, comme dans une production peut-être Marvel un peu standard, qui te fait d'un seul coup sortir. Et là, tu dis, ouais, il y avait un fond vert pas beau ou quelque chose comme ça. La technique, ça dépend aussi, enfin, c'est sujet à discussion, parce qu'il y a des films superbes qui ont des effets spéciaux absolument de partout, genre Avatar par exemple. La technique utilisée pour Avatar, elle est révolutionnaire, le nombre de brevets qui sont sortis de là. Je ne sais pas si tu as vu le 2. Oui. Et on y croit, quoi, je veux dire. Et puis, je l'ai acheté en 4K, tu le remets dedans. Moi aussi. Non, mais il est magnifique, il n'y a pas de problème. Mais tu sens vrai. qu'il te manque quelque chose quand même. Et là, c'est pas tout à fait pareil. Des expériences de cinéma. Et pourtant, je ne suis pas le plus grand défenseur de la salle de cinéma, parfois. Mais... Tu l'as vu comment au cinéma? Tu l'as vu en 3D ou tu l'as vu en Oui, 2D? bien sûr, en 3D, oui. Ce genre de truc, c'est fait pour être vu en 3D. Et je suis pas, comme je te disais, le plus grand défenseur forcément de la salle de cinéma, mais force est de constater qu'il y a des films comme Oppenheimer qui se voient en salle. Tu n'auras jamais la même expérience. Là, Oppenheimer, entre l'expérience visuelle, auditive, vraiment, enfin, prépare-toi, c'est quelque chose, hein. Enfin, moi, je trouve ça absolument génial. Et pour en revenir à la technique, sur la manière de filmer, moi je pense qu'il faut coller au plus proche, mais après, bon, il y a des budgets, des choses comme ça, et on peut pas forcément. Mais après, je trouve qu'il y a beaucoup de fainéantise aussi, parce que j'ai l'exemple d'un plan d'un film qui n'était pas très bon. C'était Black Widow. Ok. Je l'ai pas, c'est l'un des seuls Marvel que j'ai pas vu. Alors, ça pour... Il y avait une image où tu avais Florence Pugh et Scarlett Johansson qui sont dans un bar. Très bien fait, hein, tu me diras. Et en fait, ils ont montré la photo de tournage où on voyait il y avait juste une table, quelques figurants, et c'était sur fond bleu. Et je trouvais ça dommage. Je disais, à quel moment tu peux pas trouver un bar, tu vois. Je trouve que l'utilisation est peut-être pas nécessaire. Et parfois même, il y a des trucs où ils disent, par exemple, c'était pour Christ. On revient encore à Nolan, toujours. Hein. Par exemple, dans Tenet, quand il va détruire l'avion, quand il fait passer l'avion à travers le bâtiment, il disait que de toute façon, ça coûtait plus cher de le faire en effets spéciaux. Donc, mais Nolan, il aime aussi les décors grandioses. Hein. Ah bah oui, mais il avait créé, tu sais, la roue là pour Inception, tu sais, quand ils sont à l'intérieur, qui se battent là. La roue qui tournait réellement avec les acteurs qui essayaient de tenir droit pour avoir cet effet d'acting qui était assez impressionnant. Mais qui sait, avec la science, on aura peut-être plus besoin d'acteurs un jour, je sais pas. Ouais, je vois que ça t'effraie un peu, mais ça effraie aussi un peu les scientifiques de... Je sais pas pourquoi mon micro était en rouge. J'espère que ça a enregistré les commentaires. Tu m'entends depuis tout à l'heure, non? Oui, bien sûr. Là, tu m'entends toujours ou pas? Bien sûr.
Je viens de voir que le machin était en rouge. Bon, j'espère que ça va enregistrer, sinon c'est un peu dommage. J'avais ça là qui était en rouge, là, tu vois. D'accord. Non, moi je t'entends depuis tout à l'heure, ouais. Bon, alors, je vais essayer de ne pas toucher là. Oui, alors tu vois, tu disais les brevets sur Avatar. Je trouve bien aussi que la science ramène à la création de brevets, pas seulement dans l'espace militaire, mais aussi au cinéma, parce que ça permet aussi de, de faire évoluer le truc. Tu parlais des fonds bleus sur Black Widow. Qu'est-ce que tu penses pendant The Mandalorian où ils ont créé, tu sais, cette nouvelle façon de filmer où tu as des écrans à 180 degrés et où Ouais, les je vois. personnages, où tu as quelques décors et puis les personnages sont devant l'écran et juste quelques décors sur le côté pour donner l'espace plus réaliste et qu'en fait c'est l'écran qui permet de contrôler la lumière et tout le décor que tu vas avoir dans le fond. Alors c'est une très bonne idée, hein. Il y a des choses bien, notamment oui sur Mandalorian. Après, s'ils peuvent éviter de toujours mettre le même fond, notamment dans les productions Star Wars, de nous mettre un désert Tatooine, ça serait sympa, quoi. Ou changer un petit peu, quoi. Il y a quelque chose. Mais on est à des prémices, mais après, j'aimerais savoir si c'est plus simple de tourner en studio ou c'est juste que. Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est que ça coûte moins cher que d'aller vraiment à des endroits pour nous faire sentir Hmm, je sais pas, le ça, je sable sais ou pas. quelque chose? C'est ça que j'aimerais savoir. Là, on va Avoir. presque revenir sur la question de l'écologie. Est-ce que le cinéma doit rester un peu plus sur place pour l'écologie ou pas? Il faudrait qu'on arrive à la faire, cette Ah bah, vidéo avec grand sur plaisir. le... En tout cas, je te remercie pour l'entretien. Je pense que c'était très intéressant. Ah bah oui, moi c'est très intéressant, ouais, en tout cas. Je te remercie aussi. Donc, la série de vidéos que je veux faire, voilà, c'est d'interroger des vidéastes un peu de tout horizon sur YouTube et de voir un petit peu ce qu'ils pensent de la science, de la recherche et dans leur domaine aussi, comment ça évolue, comment ils voient leur domaine sur la recherche et la science. Et le cinéma, je trouve que c'est quelque chose où on peut parler des heures là-dessus parce que le cinéma a beaucoup contribué aussi à créer notre imaginaire un petit peu sur la science. Et ça, on en parlait déjà sur la première vidéo, enfin, qui est en fait la deuxième qu'on avait tournée tous les deux. Mais la première vidéo qu'on a fait sur cette chaîne, sur le cinéma entre 85 et 95. Parce que la première, c'était lors de la mort de Belmondo. On avait fait Oui, tout à fait. pour Mike Oui, tout à fait. un petit peu la filmographie de Belmondo. C'était une vidéo assez intéressante aussi. Je trouvais qu'il y avait des anecdotes qui étaient pas mal. Très bon échange, oui. Mais peut-être qu'un jour, on fera une vidéo tous les deux sur Nolan, avec Grand- ses Avec grand films, comment plaisir. il a fait évoluer aussi la chose, comment il s'est inspiré de la science, comment il a pu... Il faudra attendre un petit peu les retours d'Oppenheimer, voir comment les gens le voient et les questions qui se posent après derrière au niveau du film. Ça peut être intéressant de voir ça, Bah, ce sera avec grand plaisir. de discuter. Ouais, alors je vais arrêter l'enregistrement. Avant d'arrêter l'enregistrement, putain, j'ai oublié quand même quelque chose. Abonnez-vous à la chaîne de Guillaume. Merci. Quand il était aux États-Unis, parce qu'il en a parlé tout à l'heure de Washington, il a fait une série de vidéos tous les jours où il y avait des shorts Hmm. sur des lieux de tournage et qui mettaient en ligne quasiment au moment où moi j'allais au lit, donc je les ai vus tous, je pense à la minute où ça sortait quasiment, Ouais, bah oui, oui. avec le décalage horaire, c'était... C'est ça. Donc je trouvais que la série était très intéressante où tu te mettais devant des lieux de tournage et où tu expliquais un petit peu... Ça m'est venu d'un c'est- coup, c'est dommage, j'avais pas anticipé à prendre un petit micro, quelque chose pour améliorer la qualité sonore, mais bon, c'est pas grave. Mais c'était bien, ça permet aussi de revivre un peu les films et Hmm. de voir. Bon, tu as eu une petite obsession pour Spider-Man dans certaines de tes vidéos, mais Oui, oui, il est revenu souvent, oui, Spider-Man, oui. Bah, le premier, Spider-Man, Sam Raimi, évidemment. bien sûr, c'était des grands films aussi, là. Hmm, hmm. C'était Sam Raimi, il a fait de bonnes choses. Donc, abonnez-vous à la chaîne de Guillaume si vous êtes intéressé par le cinéma. Les courts-métrages sont vraiment top. Celui que tu avais fait sur Shazam, les effets spéciaux étaient quand même dingues. Non, mais tout à l'heure, tu parlais de non-professionnels et d'amateurs, mais les effets spéciaux que tu as fait sur Shazam, c'était quand même fou déjà. Ah, c'était. Il y aurait des choses à refaire, des idées de plans. Maintenant, je le referais autrement, mais bah, ça m'avait pris beaucoup de temps, ça. Mais bon,
Il date il y a 2 ans à peu près, ce court-métrage-là. Ouais, c'est ça, ouais. J'aimerais bien en faire une suite, un de ces 4. Enfin, je sais pas, on verra. Beaucoup trop de projets en tête et C'est un finalement. peu le souci quand on fait des vidéos, c'est qu'on a énormément de projets qu'à la fin, ça sort plus, mais Bah, à la fin, en fait, on en a tellement et on n'en fait pas la moitié, c'est ça le c'est problème. ça le problème. Voilà. Merci à vous. J'espère que le micro n'a pas coupé pendant un temps parce que ça serait un peu dommage. Je vous dis à très bientôt et abonnez-vous chez Guillaume.